vers le 30e kilomètre, je me revois encore dans les bois, arrêté à regarder les gens courir. Moi, j'étais à quatre pattes, en me disant, bon, bah, maintenant, il va falloir essayer de finir. J'ai commencé le sport très tard. Donc, la pratique sportive, elle arrivait à la fin de mes études universitaires. Et je me suis mis à courir encore plus tard. Et j'aurais jamais imaginé faire une carrière dans le sport. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Finisher. Je suis ravi d'être accueilli aujourd'hui chez Julien Chaurier. On est entre le 38 et je te disais et puis le 73. Et toi ici c'est le 73. Ouais, bonjour à tous. Ici c'est bien la Savoie. C'est la Savoie. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est tu te sens plutôt savoyard ou isérois? Je suis né en Isère, j'ai passé mes 20 premières années de ma vie en Isère, mais maintenant ça en fait 24 en Savoie, donc je suis savoyard. T'es savoyard? Ouais. Ouais, complètement. c'est pas dérangeant pour d'autres terroirs d'entendre Julien dire je suis savoyard? Ah non, je le vis très bien, et tout le monde aussi, quoi, je pense. C'est vrai. T'habites ici donc en famille, marié, des enfants? Ouais, marié, une femme et deux filles. Et deux filles, ouais. Et chien, chat, tout ça? Non, c'est bon. Ça va? Ça va. T'es amené à pas mal bouger, puisque tiens, aujourd'hui, Julien, si tu devais simplement décrire aujourd'hui ce que t'es très traditionnellement, tu fais quoi, t'es qui, qu'est-ce que tu répondrais? Passionné de montagne et d'ultra-trail, et qui m'a conduit à plein d'endroits que j'aurais jamais imaginé. Parce que j'ai commencé le sport très tard. Donc la pratique sportive, elle arrivait à la fin de mes études universitaires et je me suis mis à courir encore plus tard. Et j'aurais jamais imaginé faire une carrière dans le sport. Ouais, parce qu'à la base, t'étais plutôt destiné à quoi? J'ai fait un UT, une école d'ingénieur, et voilà, je me voyais évoluer dans le monde de l'ingénierie de manière, on va dire, assez classique. Et à un moment donné, ça pivote, la passion. Ouais, en fait, pendant mes études, j'avais la passion du vélo, qui était une passion assez chronophage. Et c'est ce qui est surprenant, c'est quand j'ai eu moins de temps pour faire du vélo, j'ai arrêté, et je me suis mis à courir. Et rapidement, le virus est arrivé, les performances ont vraiment suivi. Et quelques années plus tard, ça m'a permis de me dégager de ce côté ingénieur pour vivre de ma passion. Alors ce que j'aime bien quand tu réponds à ma première question, c'est qu'en fait tu réponds pas comme tout le monde, c'est-à-dire moi je suis employé de ou j'ai tel métier, voilà. Tu nous parles directement de ta passion. Et ça c'est chouette d'entendre quelqu'un qui se décrit au travers de sa passion. Et t'as quel âge d'ailleurs? J'ai 44 ans. Alors, et en plus à 44 ans, entendre dire quelqu'un qui je suis, c'est ma passion, c'est l'ultra-trail, c'est la montagne, c'est beau. Ouais, ça fait maintenant une quinzaine d'années que j'ai fait ce choix de vivre ma passion, que ce soit indépendant pendant très longtemps ou maintenant avec une reprise d'activité salariée. Mais ma priorité reste mon choix de vie. Ta priorité reste ton choix de vie. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, ça c'est une certitude. Il faut composer avec plein de paramètres, que ce soit la famille, les amis, les crédits, il y a plein de tenants, aboutissants, les partenaires aussi qui nous suivent ou qui arrêtent de nous suivre. Ça, faut tout prendre en compte. Non, mais intéressant, parce que si certains te connaissent au travers de ton palmarès, et que ça d'ailleurs diraient c'est facile, il a un palmarès, les crédits on n'en parle pas, la famille est dévouée à son projet sportif, les clichés du sportif. D'ailleurs, comme je te le disais, j'aurais bien aimé t'inviter aussi sur le podcast Champion de ma vie, parce que t'as été presque un professionnel dans le monde du cyclisme, mais t'es en élite mais amateur. Et après finalement t'es un des premiers trailers presque, j'ai envie de dire, à se professionnaliser, un peu comme un Sébastien ou comme d'autres trailers qui sont arrivés dans les fins des années 2000, début 2010. Mais là, pour le coup, toi, professionnalisme, est-ce qu'à un moment donné, tu as caressé l'idée d'être professionnel de ton sport? Non, pas vraiment, dans le sens où l'évolution du trail et de l'ultra-trail font que maintenant, ça se professionnalise vraiment maintenant. Il y a une dizaine d'années, il y avait des petits partenariats, mais ça permettait pas d'en vivre. Il fallait une activité à côté qui permette d'en vivre. Et donc moi, j'ai fait ce choix
c'était d'arrêter quand même le métier d'ingénieur et à côté de lier ces activités à ma passion. Donc j'ai passé le diplôme d'accompagnateur en montagne pour faire des stages trail. Ouais. J'ai travaillé aussi et je continue à collaborer avec Oka sur la gestion du team. Ouais. Donc c'est plein de petits métiers, des petits jobs en lien avec cette passion. Ouais. Eh ben on va explorer tout ça. Et là, tu me disais tout à l'heure, juste avant qu'on démarre, que tu avais une passion aussi pour... allez, comment tu le décrirais? Tiens, tu sais ce qu'il y a dans notre boîte crânienne, là. Tu dirais c'est un cerveau, c'est un mental, c'est quoi? Ouais, c'est notre fonctionnement. C'est notre fonctionnement. Et ça, c'est super complexe. Déjà, connaître son propre fonctionnement et essayer d'aider les autres, c'est aussi difficile. Et qu'est-ce qui t'amène là-dedans d'ailleurs, sur l'exploration de cette structure cérébrale là qu'il y a dans notre tête là? Une volonté de mieux comprendre ces mécanismes en fait, parce que j'ai expérimenté beaucoup de choses sur moi, même souvent de manière inconsciente, et c'est intéressant de voir des noms, des théories, des méthodes de préparation mentale que je m'appliquais sans mettre de nom dessus. Et de les conscientiser, ça permet de les optimiser ou de gagner du temps sur la prise de décision. Voilà, ça permet aussi de partager cette expérience parce qu'on l'a vécu. Ouais. Et toi, tu le fais. Ça va être intéressant. J'aimerais bien explorer ça avec toi d'ailleurs au cours de notre conversation, parce que des choses que tu as fait de façon intuitive peut-être, sans t'en rendre compte, tu disais inconsciemment, d'un seul coup d'y mettre des noms, connaître les techniques. On va rentrer dans ce sujet et justement peut-être... Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête très spontanément en se disant tiens, oui, s'il y avait un truc à retenir entre ce que je faisais inconsciemment et que j'ai découvert après que c'était vraiment une des principales clés dans ma teinte d'excellence, ce serait quoi pour toi? Il y en a deux, mais après il y a plein de mots qu'on peut mettre dessus, que ce soit de la visualisation, de l'imagerie, mais tout ce qui est ancrage, quoi, pour moi c'est une des clés pour réussir, c'est de savoir pourquoi on le fait et à cet instant-là. Et une chose qui est très importante sur du trail long et l'ultra trail, c'est aussi la découpage, la discrétisation des objectifs. Comment t'as dit? Discrétisation, non, je sais pas. Ah ouais, non, c'est un terme que je trouve rigolo, tiens, discrétisation. Ouais, peut-être, ça n'existe pas. Non, mais si tu l'inventes, je le trouve très beau. et je vais le proposer à Wikipédia. Et c'est typiquement ce qu'on fait naturellement au début sur des ultra-trails, c'est une ligne d'arrivée, tous les ravitaillements. Parce que si on voit la ligne d'arrivée au bout de 160 km et qu'on regarde la montre, plus 159, plus 158, on se met il y a un blocage complet et sur une incapacité d'y arriver. Et du coup, ces petits objectifs rendent la chose réalisable. Eh ben écoute, est-ce que ça te fait plaisir, toi, d'entendre dire, quand on te pose des questions, un des plus beaux palmarès du trail, de l'ultra trail, etc., c'est quelque chose que tu as conscientisé aujourd'hui et que tu as même presque banalisé, ou c'est quelque chose qui te fait finalement dire, c'est chouette de se rendre compte que finalement, j'ai un des plus beaux palmarès du monde du trail, quoi. Je pense que peut-être dans quelques années je l'aurai, mais j'en suis pas du tout conscient pour l'instant. Et je le conscientise pas du tout. J'ai plutôt l'impression d'avoir ouvert quelques portes dans le trail, mais pas d'avoir un grand palmarès par rapport à de nombreux champions encore en activité ou qui ont arrêté. Est-ce que c'est le nombre des trophées, ou est-ce que c'est plutôt le nom, en fait, l'incarnation que tu as toi de ton sport qui est peut-être pas comme a fait peut-être un Kylian, mais qui arrivait d'ailleurs à peu près sur les mêmes périodes que toi, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs, tu vois, des personnalités comme toi, un peu plus discrètes, ou un nom dont on parle moins, et pour autant, oui, moi je pense à Cédric Fleurton, tu vois, par exemple, qui est un gars que j'admire depuis que je suis dès mes débuts de triathlète, de par sa durabilité, et puis aussi ce côté discret, tu vois, discret, mais là présent, et quand il revient à chaque fois, ça fait pas de bruit, mais c'est toujours sur la boîte, et avec la disponibilité, simplicité, authenticité, enfin tout ce que j'aime moi personnellement. Après, c'est ce que je vois aussi dans ton regard, ces côtés un peu simplicité dans le bon sens du terme. Comment toi tu regardes un petit peu ça par rapport à ta personnalité, qui tu es? Moi, ce que je regarde, c'est les 15-16 années de pratique, de passion. Et je continue à pratiquer maintenant comme je pratiquais il y a 15 ans, avec la même recherche de performance.
Parce que ça, je me suis jamais caché sur le fait que je m'entraînais pour optimiser mes performances. J'ai toujours été dans cette approche, avec énormément de plaisir à l'entraînement. Donc certains vont dire ils s'entraînent pas, ils se promènent en montagne. Moi, j'adore m'entraîner, j'aime bien faire du fractionné, mais j'adore faire des grandes balades en montagne aussi. Mais du coup, l'entraînement fait partie des choses que je recherche. Et si je suis plus compétiteur en ultra-trail, bah, je serai compétiteur sur quelque chose qui me demande peut-être un peu moins de temps, mais je retournerai toujours avec plaisir sur la piste, faire des côtes, c'est quelque chose qui me plaît. Ouais. Et ben ok, si on prenait depuis le début maintenant, t'es originaire d'ici? Ah, quasiment, ouais. J'ai vécu à 30 km d'ici, en Isère, mais vraiment pas loin d'ici. C'est pour ça que je posais la question. Donc, c'est plutôt savoyard, mais tes racines sont plutôt du côté de l'Isère? Ouais. Ouais, plus vers Voiron, non? Ou... C'est ça, ouais, tout à fait. D'accord. Et t'as exploré déjà, alors pas au niveau la pratique sportive, parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est arrivé sur le tard, mais finalement, toutes ces années jusqu'à l'adolescence, qu'est-ce qui a fait ton attraction en tant qu'individu, en tant que jeune homme, à cette période-là? La découverte de la vie, un peu de tout. Mais il y a toujours eu quand même un peu de VTT en famille, de balade ou avec des copains. Donc il y a toujours une partie un peu sport qui était présente. Mais toute la partie collège, début du lycée, il n'y avait pas de pratique sportive en club. J'ai dû arrêter le foot en CM2 et j'ai repris de l'athlé en première pendant 3 mois. Quand j'ai fait septembre-décembre, j'ai eu une périostite. On m'a dit quand on se met à courir, c'est normal d'avoir une périostite. Donc je fais j'arrête de courir. Et j'ai arrêté de courir 10 ans. Ah, c'est vrai? Ah oui, non, moi j'avais continué. On m'avait fait le même diagnostic, j'ai quand même continué. Non, j'ai arrêté. Et du coup, je courais plus. J'ai fait un peu plus de vélo. D'accord. Mais voilà. Ouais. Et le vélo arrive comme ça parce que tu as des potes, des amis, la famille Ça a commencé au départ en famille avec mon papa, sur des petites balades en VTT, toutes les randos VTT de village, ça c'est top. Après, des plus grandes balades en vélo de route, et après avec un copain d'école, on est parti, on partait sur 1 jour, 2 jours, vélo, sac à dos, et c'était parti. On a pris nos premières licences dans un petit club à côté du village. FFC, UFOLEP peut-être même UFOLEP la première année. Ouais. Première course, c'est la seule fois de ma vie que j'ai eu des crampes. Parce que je ne sais pas si j'ai eu des crampes, j'ai eu des crampes. Et il restait un tour, j'ai passé la ligne, une jambe tendue, je ne pouvais plus la plier. J'ai fait là, ça va devenir compliqué. Et la première course, à se faire laper, donc à arrêter. Et dès la 3e, je vais faire un podium ou la gagner. Donc la progression a été assez rapide. Et après, du coup, du FOLEP, FFC, ça a continué. Ouais. Qu'est-ce qui fait que soit le vélo ou par la suite la pratique course à pied, nature, ça va vite pour toi? Tu l'analyses comment, toi? Je pense que c'est une implication totale dans la pratique, une envie de comprendre et de bien faire les choses. Donc, que ce soit en vélo, j'ai acheté des bouquins d'entraînement pour bien m'entraîner. Et donc, ça m'intéressait. Et en course à pied, je pense que ça a été une part de chance, dans le sens où le transfert de l'énergie que j'avais à vélo, parce que j'arrête le vélo en mai 2006 sur une course, une cyclosportive au Ventoux que je gagne. Et le soir, je dis j'arrête le vélo parce que j'en avais assez. Et je raccroche le vélo et là on était au mois de mai. Et tu peux nous raconter là ce moment-là, ras-le-bol, tu sais, c'est Forrest Gump qui court. Non, j'arrête. Pourquoi il arrête? La raison, elle est multifactorielle et ça arrivait au bon moment. En fait, j'ai fait des études assez longues. Donc j'ai dû finir mes études 2005, 25 ans. Donc là, j'ai fait une thèse et pendant ma thèse, j'arrivais à avoir une certaine autonomie. Donc ça me permettait de m'entraîner, d'être performant le week-end, bosser quand il fallait. Et fin 2005, j'ai acheté une maison. Début 2006, j'ai eu ma première fille, embauchée dans un labo à Saint-Martin-d'Air, donc un peu plus loin. Et là, les semaines devenaient trop compliquées pour maintenir la forme, pour être performant le week-end. Et au mois de mai, je finis cette course au Ventoux en paix. C'était le moment d'arrêter, 26 ans, tu t'es amusé. Maintenant, deviens un adulte et
Et il y a la vraie vie, quoi. Donc, le sport, c'est pas la vraie vie. Mais... Et c'était le sport de compétition, c'était trop preneur. Ouais. Je gagnais, ça me coûtait de l'argent, hein. Je gagnais rien du tout avec ça. Ça me prenait tous mes week-ends, tous mes petits moments libres. Donc là, il y avait plus le temps. Et donc j'ai arrêté le vélo. Donc juin, juillet, août, rien du tout. Et à la rentrée de septembre, il y a des collègues de labo qui m'ont embarqué pour faire le tour du lac du Bourget en relais à 3. Bon, on va se mettre à courir. Hein. Donc j'allais courir sur la route ou en trail. Ah, en trail, donc c'est 70 km, 80, non? Voilà, c'est ça, mais réparti en 3 relais. Et je me dis, avec plaisir, parce que quand je faisais du vélo, que j'allais courir, le moindre footing, je mettais 5 jours à m'en remettre. Musculairement, c'est vraiment différent. Et je me suis dit, ce qui me plaît dans la course à pied, c'est que je suis mauvais, donc j'aurais pas la contrainte de la régularité des entraînements pour atteindre la performance. Je vais aller prendre l'air ou courir avec les collègues de boulot quand c'est possible. Si je vais pas, c'est pas grave. Il y a pas d'objectif. Donc on fait cette course en relais qui se passe pas trop mal. Et derrière, un collègue me dit il y a la Saint-Élion et il avait une collaboratrice qui voulait la faire en relais mixte. Tu veux pas la faire avec elle? Le relais, il fallait faire 35 km, quoi. Ça commençait à faire long, début décembre. À deux. À deux, ouais. Première partie du coup. Voilà, je me rappelle même pas la première ou la deuxième. Parce que finalement, elle se blesse. Et donc, je bascule mon inscription en solo. D'accord. Et je me retrouve au départ de cette Saint-Élion avec 3 mois de course à pied, même pas. Et ce qui me fait vraiment marrer, c'est qu'il donne le départ et je me retrouve devant, je me retourne, il n'y a plus personne, on était à 2. Les favoris étaient tous derrière. Et je me dis, mais pourquoi ça part doucement comme ça sur ces courses? Ouais, j'avais fait un départ comme en vélo, kilomètre 0 en attaque. Un bon pétard mouillé. Voilà, ça a fait ça. J'ai découvert les difficultés musculaires du trail, les problèmes digestifs qui n'existent pas en vélo de la même manière. Et vers le 30e kilomètre, je me revois encore dans les bois, arrêté, à regarder les gens courir. Moi, j'étais à 4 pattes, en me disant, maintenant, il va falloir essayer de finir. Donc, je me suis ressaisi, j'ai fini, pas si mal que ça. Et là... le collègue qui m'avait amené là-bas, il me fait, tu sais, Saint-Élion, c'est bien, mais il y a des trails l'été, en montagne, et 2 jours, c'est encore mieux. Ouais. Et l'année d'après, j'étais sur le Tour des Glaciers de la Vanoise et la CCC. Donc voilà, et c'est là que ça a vraiment basculé pour moi. Ouais. Et puis très vite des résultats. La Saint-Élion, tu termines combien, tu t'en souviens? Je termine 7e. Ouais, tu finis 7e, quoi. Ouais. Non, en 3 mois, je repose ma question parce que finalement, pour ceux qui se mettent à courir, toi, tu dis un transfert. Il y a un transfert déjà entre les filières endurance de vélo et puis celle en course à pied. Mais le transfert, quand même, ça fait pas tout, quoi. Et qu'est-ce qui fait qu'en 3 mois, tu te dis, toi, il y a un potentiel, il y a des facultés, il y a une envie. Tu as parlé beaucoup d'envie jusqu'à présent, mais l'envie, parfois, ne suffit pas. Donc, tu regardes si tu fais l'évaluation, tiens, je prends l'ingénieur, le doctorant en face de moi. Si tu fais un check-up, tu prends toute la liste de toutes les facultés pour être un beau coureur d'endurance. Dès le début, tu te coches combien de cases, quoi, sur 10, par exemple? Plusieurs, parce que je pensais déjà, je me disais, en venant du vélo, j'ai des grosses cuisses, ça va bien monter, je vais être costaud. Et en fait, il s'avérait que ça a été, au niveau de mes aptitudes, ça a été le contraire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu de la chance, c'est qu'en montée, j'étais pas spécialement bon, mais j'étais super solide en descente. Mais vraiment, ça allait tout seul. Et ça, c'est une grosse part d'inné, je pense. Parce que tous ceux qui font le transfert vélo, course à pied, ou ski, course à pied, la grosse problématique, c'est les descentes. Et ils ont la caisse en montée, et ça, ça m'a jamais posé de soucis. Donc ça, là-dessus, je pense que j'ai eu un peu de chance. Après, j'ai toujours couru après le retard que j'avais en vraie course à pied. Donc, pour atteindre un meilleur niveau, j'ai dû beaucoup travailler sur la course à pied. Et d'ailleurs, après cette Saint-Élion, je me suis dit, je vais me rapprocher d'un club d'athlètes pour m'entraîner vraiment. Donc, je suis allé au club de Chambéry, où là, c'était les prémices du trail. Déjà, la section hors stade était bizarrement vue. Alors, en plus, il y avait des trailers. Alors là, c'était encore plus moyen. Et le coach de l'époque avait été très bon, Gilda, je le remercie pour ça. Il m'a dit, ok, c'est quoi l'année prochaine? Moi, je commence au Tour des Glaciers de la Vanoise. Ok. Jusqu'au mois de mai, on va faire une prépa 10 km. Pardon? Ouais, tu sais pas courir, ça serait bien d'apprendre à courir. Parce que c'est quoi, c'est au mois de juillet, les glaciers? Ouais, c'est début juillet. Début juillet, ouais. Et je fais ok.
Donc jusqu'en mai, on va travailler la VMA, la vitesse, va reprendre les appuis. Voilà, essayer de se mettre à courir. Ah. Et là, il me fait un plan d'entraînement, je regarde son plan, je fais mais je peux m'entraîner, il n'y a pas de volume, il n'y a rien du tout. Et c'est là que d'être accompagné, c'est pas mal, parce qu'en venant d'un sport qui est très chronophage, le vélo, et ben, la course à pied, on peut pas mettre les mêmes volumes tout de suite. Je pense que beaucoup iraient au carton. Et du coup, bah, c'est de m'amener sur 10 km, ça a été top. Et je fais mon premier 10 km. Et ce qui est génial, c'est que l'année dernière, j'ai fait un meilleur chrono qu'à cette époque-là. Quoi. Tu veux me redire ce que tu viens de dire ? Ouais, en 2007, je me prépare pour ce 10 km et je fais 33-43, je crois, pour mon premier 10 km, qui a longtemps été mon meilleur chrono. Et l'année dernière, je fais 32-35. Ah, donc là, à 43 ans, tu battes encore sur 10 km. T'as appris à courir entre-temps, quoi. Non, il y a des chaussures qui vont plus vite. Honnêtement, je pense que la perf est équivalente. En point de vue perf, en chrono, il y a la minute. Mais je pense que moi, je m'en suis rendu compte en changeant de chaussures. Pour toi, tu mets ça sur la... Sur ma manière de courir, je pense que je gagne entre 5 et 7 secondes au kill grâce aux chaussures. Donc c'est à peu près ce que j'ai gagné sur 10 km. Donc déjà, en 15 ans, de passer de 26 à 43 ans et d'être au même niveau physio, c'est déjà pas mal. Mais voilà, donc le chrono est meilleur, mais je pense que la perf est plutôt équivalente. Et tu te rappelles, là, il y a un an, tu pètes ton record du 10 km. Qu'est-ce que tu ressens sur la ligne d'arrivée ? Ou pendant la course, tu te rends compte que tu vas battre le record. Qu'est-ce que tu ressens ? Non, moi, c'était l'objectif. D'ailleurs, j'étais sur une période un peu moins bien, parce que je voulais me rapprocher des 32 à la base. Après, sur un 10 km, il y a pas beaucoup de folie, globalement. C'est cibler le bon objectif et essayer de tenir. Et donc, là, ça a tenu. Donc sur marathon, j'avais fait un essai sur marathon l'année d'avant, donc 2023. Ça doit être 2023. Mis l'objectif pour faire 2,30, ça a tenu 37 km, après ça a pété. C'est super dur. Et je trouve qu'il y a moins de magie en fait sur la route qu'en trail, parce que la route, il y a un objectif de chrono, les séances passent, normalement la course devrait passer. Si elle passe, c'est normal, elle passe pas, on est déçu. Donc c'est la grosse différence, et c'est ce qui me plaît aussi en trail. La magie. La magie, parce que des fois on va vite, on va trop vite, mais on s'en rend pas compte en relatif. Et donc d'où une gestion qui est beaucoup plus complexe. Moi, ça me fait marrer les personnes qui disent, qui abandonnent sur un UTMB à Courmayeur, mais là j'étais trop bien. Ouais, mais c'est comme quelqu'un qui passe le semi en 1,10. Il peut passer très bien. Mais si son objectif c'était 2,30, s'il passe le premier semi en 1,10, oui, ça peut passer. Mais derrière, ça peut pas fonctionner. Il faut être justement mi-passage sur une certaine aisance. Et ça, en trail, on l'a pas. Sur un marathon, personne va partir 5 secondes trop vite au kill en disant aujourd'hui je suis bien, ça va passer. Mais en trail, tout le monde part 3 km/h plus vite, il devrait le faire. Quoi, pas tout le monde. Comme toi la synthé. Voilà, j'étais même parti bien plus vite que ça. Mais on s'en rend pas compte parce qu'on est porté, on dit là aujourd'hui je suis bien, je reste dans le groupe. Mais tous les indicateurs devraient ramener sur une vitesse plus raisonnable. Mais justement, tu parlais de l'inné et de ce qui s'acquiert pour ta pratique, notre pratique, sur l'ultra-endurance en course à pied, enfin trail. Tu as parlé de l'apprentissage de la course. Donc là, on est dans l'apprentissage, quelque chose que tu es en train de très vite, tu dis, on va y aller progressivement. Ton entraîneur, en plus, te dit, vas-y, tranquille, Coco. Avant de faire plus, tu vas faire 10 km. C'est très intelligent d'ailleurs, la progressivité, l'apprentissage de la course à pied. Tu fais quoi, tes gammes? Tu fais la plio, la proprio, tout ce genre de choses à cette période-là? J'ai pas souvenir d'en avoir fait une fois dans ma vie, des trucs comme ça. C'est rassurant pour certains qui vont nous écouter. Ça. Non, j'en fais un tout petit peu, mais c'est vrai que... Non, mais c'est rien que de essayer de courir vite et d'allonger la foulée, tout simplement. La vitesse, voilà. Que t'avais pas.
Non, pas du tout. Et que tu as visiblement, sans t'offenser, mais moi je suis encore plus... ma VMA est encore plus basse que et de loin d'ailleurs, mais effectivement un 10 km à 33 par rapport à des ultra-trailers qui vont courir en 29-30, un 10 km, où là la VMA, on est sur des niveaux bien plus élevés. Donc là tu dis je fais l'apprentissage, mais on comprend que c'est pas de façon innée, c'est pas quelque chose qui est en toi, dans ton patrimoine génétique, c'est pas de courir vite. Tu dis que les descentes, donc les grosses cuisses là pour le coup, là ça c'est bon, il y a ce qu'il faut pour ça. Qu'est-ce que tu ressens si on continue un petit peu la checklist de ce que tes facultés un peu innées, elles sont présentes, tu ressens quoi d'autre? Après, je pense qu'il y avait un mental qui était qui était au bon niveau, c'est-à-dire avec la capacité de bien me pousser au bon moment, de normalement pas trop s'emballer en début de course, parce que ça je l'ai appris très vite que c'était pas une bonne idée, mais de savoir s'investir pour finir juste. Et du coup ça m'a permis de finir des belles courses. C'est jamais facile de finir des courses, mais du coup cette capacité à aller au bout. Ouais. D'ailleurs tu parles du mental, je te regarde sur ton visage, t'as pas mal de cicatrices. Ah, des cicatrices. Notamment peut-être qu'ils se voient moins là autour du menton. Mais ça date de la primaire. Hein. Justement, tu parles du mental. Est-ce que pendant la primaire ou quand tu étais jeune, tu as eu des accidents où tu t'es pris des murs ou des trottoirs ou que sais-je? Non, un barbelé, c'est tout. Ah, c'est tout Steve McQueen dans Non, rien de bien traumatisant. Non, t'es sûr? Parce que moi, je me rappelle de quand j'étais gamin, je me suis pris même quelques gadins et je me dis, j'en vois aussi d'ailleurs, tiens. Après, en vélo, ça, il y en a eu beaucoup après. Ouais. Mais ça, le vélo, de tout tu crois pas que ça fait un peu le mental, ça, toutes ces chutes, ces gadins? Ouais, mais après, en vélo, j'ai eu pas mal de chance. Je touche du bois pour que ça continue. Je me suis jamais rien cassé. Ça a toujours beaucoup brûlé. D'accord. Donc, clavette, pas de poignet. Non. Clavicule, tête de l'humérus, ça j'ai fait. Ah, quand même. Mais snowboard, ski de rando, un tibia aussi en ski. Il y en a un peu quand même. Non, il y a eu quelques petites casses, mais rien de... Ouais, pas au point de te dire c'est grâce à ces chutes que je me suis fait un mental. Quoi. Non. Le mental, comme si c'est inné. Alors, est-ce que c'est vraiment inné ou est-ce que c'est aussi... Alors, si c'est pas les chutes, est-ce que c'est pas aussi quelque part... on se le disait d'ailleurs un peu tout à l'heure, le fait d'avoir une approche assez... pas scientifique, mais en tout cas de bien écrire les choses, de les enregistrer, et puis aussi quelque part ton parcours aussi éducatif, scolaire. Tu fais un IUT. Je me permets, pareil, moi j'ai un bac très passable, je me voyais faire un IUT. J'ai pas fait un IUT, on m'a mis sur une prépa, et puis après, j'ai compris qu'il fallait que je fasse un peu d'effort, que je note un peu les choses si j'étais pas très bon à l'école, donc si je notais pas, ça partait vite et mon esprit partait vite ailleurs. Toi justement, est-ce que cette filière d'ingénieur et doctorant par la suite t'a amené à processer des choses? Et complètement, et c'est surtout ça m'a appris qu'en mettant les moyens aux bons endroits, on arrivait où on voulait. Parce que pour faire simple, dès la seconde, la prof de maths, elle me disait avis défavorable pour aller en première scientifique. Tu n'y arriveras pas. Bon, j'y suis allé. J'ai fait première, terminale, c'était juste. Conseillère d'orientation, avec ton dossier, si t'as le bac, c'est déjà la fête. Et derrière, tu vas pas faire grand-chose. C'était très positif. Donc, j'ai été accepté dans un IUT. Après, je pense que la maturité, l'intérêt arrivait là. Et là, je sors en tête de l'IUT. Ça me permet de faire la bascule sur une école d'ingénieur. Et dans cette école d'ingénieur, sur un projet de fin d'études, l'entreprise qui finançait ce projet a été vraiment attirée par notre travail de recherche et a proposé de poursuivre en doctorat. Donc ça s'est fait de manière naturelle. Et c'est là que c'est la même chose en sport. Si on met les billes au bon moment, aux bons endroits, ça peut nous amener loin. Mais il faut le faire. Ouais. Il y a un truc qui m'interpelle dans ce que tu dis finalement là. J'ai un peu le sentiment que pour faire des généralités, si on met les personnes au bon endroit dans une bonne passion, là où ils étaient passables ou pas très bons dans une sorte de truc qui est normatif, tu vois, que ce soit les études et même l'environnement sportif, j'étais dans la normalité. D'un seul coup, je me retrouve dans un endroit, un environnement, je sens que je suis à la bonne place et si je processe bien les choses, grâce à mon envie, mon investissement, mon enthousiasme, d'un seul coup, bam, tu es la même personne, quoi. Ah, et complètement, et c'est ce qui m'a permis de m'épanouir dans l'ultra-trail. Parce que je pense que je suis pas un coureur rapide.
Ça, c'est certain. Hein, par rapport même à l'heure actuelle, ce sera peut-être même plus compliqué. Parce que même sur ultra, c'est beaucoup d'athlètes aux alentours ou en dessous les 2,20 au marathon qui vont être aux alentours des 30, comme tu évoquais, au 10 bornes. Donc ça va très vite. Mais j'ai la capacité à pas beaucoup ralentir et à d'être costaud. Et du coup, c'est là que je m'y retrouve et d'être robuste, parce que je me suis très peu, voire quasiment jamais blessé non plus depuis que je cours. Donc ça aussi, c'est une grosse force, parce que ça me permet d'avoir un entraînement quasiment continu et linéaire tout au long de l'année et saison après saison. Donc du coup, ça te fait quelques qualités en termes de mental. Tu parles d'être costaud, une forme de régularité, capacité de pas réduire l'allure une fois que tu es sur ton rythme. Qu'est-ce que tu as appris d'autre rapidement, hormis le fait de courir un peu plus vite, cette vitesse? Est-ce qu'il y a des choses très, très vite, tu t'es rendu compte, là, il faut que je sois meilleur si je veux parfait, puisque tu parlais de cette envie de parfait, d'avoir des résultats. Qu'est-ce que tu as appris d'autre après, justement tu parlais de ton coach qui s'appelait comment d'ailleurs? C'était le tout premier Gildas Pinvert. Gildas, d'accord. Ouais. Donc lui, il a cette intelligence de te faire courir déjà, d'apprendre à courir, de mettre la vitesse. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont apporté d'autres choses, ou c'est toi qui t'as apporté une autre clé, tu vois, pour pouvoir progresser? La grosse évolution, ça a été mon coach pendant pas loin de 10 ans, c'est Pascal Balducci. Et ouais, notre super Pascal qui nous manque. Et du coup, on avait une approche assez... On était très proches dans le fonctionnement, parce qu'en fait, j'ai été son sujet de master, j'ai été son sujet de doctorat, passionné moi de ce côté-là. Dès qu'il avait des manifs, des protocoles à faire, il me demandait, donc j'étais le cobaye permanent sur tous ces protocoles. Et j'ai beaucoup appris à travers lui, à travers tout ça, à les vivre. Donc ça, c'était chouette. Et ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est le côté ingénieur sur l'optimisation, que ce soit du matériel, des ravitaillements. Là, il y en a qui en ont parlé l'année dernière, ils disaient Mathieu Blanchard, il révolutionne les choses. Après, sur une hard rock, j'étais à 6-7 minutes sur 24 heures. Parce que ça, c'est une évidence. Récupérer une minute en courant, t'as 10 secondes au kill, faut y aller. Si on peut ne pas s'arrêter, c'est énormément de temps de gagner. Mais j'ai aussi appris à mes dépens régulièrement que de vouloir gagner du temps, on pouvait perdre une course. Donc, faut être vigilant. Ça m'est arrivé une fois de repartir d'un ravito, d'avoir pris mes bidons, mais j'ai oublié de prendre à manger. C'est dommage. J'aime beaucoup ça chez toi, pour avoir écouté ton podcast sur Let's Trail Podcast avec Nicolas, et je vais pas reprendre tout ce que vous avez dit ensemble parce que ce serait la répétition. Donc si vous voulez en savoir plus justement sur les aptitudes que ça t'a su développer, je trouve qu'il pose des questions, comme il est très curieux, Nicolas, dans ce qu'il interviewe, et je trouve ça intéressant. Donc vous pouvez écouter Let's Trail Podcast là, où tu as été invité. Ça remonte à quand d'ailleurs, tu te rappelles? Ça, j'aurais dit 3-4 ans, peut-être même 5. Ça remonte un peu. Vieux, D'accord. Bon, du coup, on va parler aussi peut-être un peu plus de ce qui t'anime aujourd'hui, mais entre-temps, quand même, je reviens sur ces aspects, justement, de processus, d'ingénierie. En fait, tu mets de l'ingénierie, de l'intelligence, en fait. On va dire l'intelligence dans cette pratique. Non pas qu'avant, il n'y avait pas d'intelligence, parce que ce qu'on a connu, moi, je suis d'une génération même un peu d'avant, parce que moi, mon UTMB, c'était en 2007, et c'était Marco Olmo, tu vois, moi, la rêve. Donc, c'est ma CCC, tu vois, ma première CCC, on est arrivé en même temps à Chamonix. Et mais j'étais sur la grande, mais tu vois, en pleine découverte, et toi tu gagnes la CCC, donc c'est fou quoi, quand même. En un an, t'arrives sur la boîte, et en haut de la boîte, en fait, ça c'est. Alors t'as eu la Vanoise, les glaciers juste avant. Bon, t'as eu l'expérience de la Saint-Élion quand même, pour une toute première, au bout de 3 mois de pratique, 7e. Ça, je pense que ceux qui écoutent le podcast se disent tiens, moi là on est au mois de septembre, on est en octobre, là c'est dans 2 mois. Je me suis inscrit à la Saint-Élion, je vais peut-être faire un top 10, tiens, ça ferait sourire aujourd'hui. Ça ferait sourire, mais ça, pour moi, ça reste possible, et on a encore ce cas régulièrement avec soit des cyclistes ou des skieurs alpis qui viennent et qui ont peu fait de trail et qui arrivent et qui rapidement le transfert se fait très bien. Après, le niveau actuel a un peu augmenté, donc je pense que c'est plus difficile d'arriver de nulle part. Mais ça reste encore possible.
À cette époque-là, donc il y a aussi des gens comme Guillaume Millet. Tu parles de la récupération, l'optimisation du temps, etc. T'as suivi le parcours de Guillaume d'ailleurs, de pratiquant passionné, mais aussi praticien dans ses recherches. Est-ce que tu fais un parallèle entre toi, ton évolution et justement ce que Guillaume a fait aussi de bien en termes de recherche sur l'ultra longue distance? Quel lien tu fais entre ton parcours et ce que tu as vu à côté avec lui? Ça reste très proche, parce que c'est vrai que on parlait de Pascal Baducci, mais il a fait ses travaux de recherche avec Guillaume Millet. Donc Guillaume, c'est lui qui m'avait mis en contact avec Pascal. Quand j'ai fait le choix de professionnaliser ma pratique et de diminuer mon temps de travail, j'ai rencontré Guillaume en me disant maintenant j'ai envie d'être accompagné par des personnes compétentes. Ouais. Et je connaissais Guillaume comme athlète, parce qu'on était chez la FUMA comme athlète tous les deux, donc ça remonte un petit peu. Et on s'est rencontrés, il m'a dit moi je t'entraînerais bien, mais j'ai pas le temps. Et il m'avait fait rencontrer Pascal à ce moment-là. Et j'ai après du coup travaillé avec lui sur tous ces protocoles fatigue, sur l'UTMB. D'ailleurs, je lui ai dit que j'arrêtais, parce qu'à chaque fois que j'ai été testé avant la course, j'ai pas fini, donc j'ai jamais pu faire le test après. Donc les 2 ou 3 fois qu'il a fait son protocole à Chamonix, j'ai pas fini l'UTMB. Donc s'il le refait, je déclinerai la proposition. c'est le chat noir. Ouais. Non, mais du coup, là, je suis allé régulièrement à Saint-Étienne suivre ses travaux. Et c'est bien, parce qu'on est dans un sport qui est assez neuf et on a peu de retours. Il y a quelques années, tout le monde disait, mais à faire d'ultra, vous êtes en train de tous vous cabosser, de vous casser. Il ressort plutôt que, en fait, une pratique équilibrée. C'est la définition du équilibré qui est difficile à mettre en place, mais a plutôt un rôle protecteur et à renforcer l'organisme plutôt qu'à le détruire. Mais il faut que la pratique elle soit équilibrée. Et pour ça, on parlait de récupération, il faut des phases d'entraînement, mais il faut bien penser à ces phases de récupération. Fort de ces tests que tu as pu faire en tant que cobaye, et puis aussi à suivre les recherches appliquées de Guillaume, tu dirais pour toi justement la récupération, c'est quoi les 3 principes fondamentaux que tu appliques toi dans ta vie? C'est alimentation, hydratation, sommeil. Donc c'est la base. Et après, c'est là que c'est bien d'avoir un entraîneur. C'est les jours de repos. Et savoir aussi faire des petites séances. Parce que si on a du temps qui fait beau, pourquoi faire 2 heures? Je peux faire 4 ou je peux faire 6. C'est pas gênant. Si. Et après, à l'heure actuelle, où il y a encore plus de problématiques, c'est les intensités d'entraînement. Et pour côtoyer beaucoup d'athlètes, un grand nombre ne sait pas s'entraîner lentement. Et du coup, sont toujours dans une intensité à l'entraînement un peu trop élevée, et qui va à l'encontre de la performance, parce que ça crée plus de fatigue que de progression. Et là, on va considérer que c'est un temps fort qu'on est en train de partager, là, justement, parce que quand tu dis alimentation, hydratation, sommeil, tout le monde va se dire, oui, ok, c'est tellement basique, mais le fait-on vraiment? Et pareil, quand tu dis d'avoir des jours de repos, de respecter la planification du coach, si tant est qu'elle soit faite intelligemment, mais avec Pascal, oui, c'est plus que de l'intelligence dans la planification, et tu parles de l'intensité, de respect des intensités et de chaque entraînement. Comment tu fais toi pour le mot respect, respecter ça et ne pas te laisser emballer par les sensations du moment? Je vais vite, je suis trop bien, je vais m'éclater sur cette séance-là. Ou comme tu dis, il y a le soleil, c'est grisant, j'ai envie d'en faire plus. Comment tu te calmais par rapport à ça? Comment tu te limitais, te bridais même? Le passé, c'est encore présent. Oui, c'est encore présent. Tu vois, au niveau coaching, c'est Adrien Séguré qui a pris la suite de Pascal pour me suivre. Donc sur l'approche, elle est assez proche. Après, avec les années, c'est devenu plus facile, parce que en ayant un peu de temps, je m'entraînais souvent avec différents collègues dans le bassin chambérien qui s'entraînaient moins que moi. Donc dès qu'eux faisaient une séance, en gros j'en faisais 6 dans la semaine d'entraînement, ils en faisaient 3 ou 4. Donc ils avaient toujours plein d'énergie, moins de pré-fatigue et toujours envie d'en mettre. Et moi j'étais joueur, donc souvent l'endurance fondamentale, elle se transformait en 3 fois 15 minutes de seuil. Donc, et le lendemain, la séance vraiment qualitative à faire, elle passait pas. Parce que la fatigue de la veille faisait que
Donc moi j'ai eu la chance, ça m'a jamais amené à la blessure, ça pourrait, mais je pense que ça a été à l'encontre de la performance à un certain moment, parce que les séances clés passaient pas forcément. Donc là-dessus, faut vraiment être vigilant. Et maintenant, j'ai plus de problème avec ça, dans le sens où les personnes veulent jouer, je les laisse faire. Jouer. Voilà. Après, que ce soit à vélo ou à pied, faire des pancartes, des petits sommets de boss, ça fait partie du plaisir. Des petits efforts de 5-10 minutes, une fois dans la sortie ou deux. En soi, ça, c'est pas gênant. Là, tes grosses cuisses, c'était les pancartes de ville à chaque fois dans les sorties à vélo. Les pancartes, les cols. Après, c'est voilà. Mais après, si on veut être performant le jour J, il faut pas faire la course tous les jours à l'entraînement. Et quand on est passionné d'effort, c'est pas toujours facile de se restreindre. Ouais. Et est-ce que ce que tu dis, on pourrait dire aussi, ouais, mais c'est plus facile de respecter, d'ailleurs par rapport à tes potes qui s'entraînent peut-être 2 fois moins, ils pourraient te dire, ou ceux qui te connaissent pas te diraient, ouais, mais toi t'es professionnel entre guillemets, t'as le temps de pouvoir respecter tout ça et d'avoir une planification petits oignons avec ton entraîneur. Moi, j'ai pas le temps ni les moyens de pouvoir faire ça. Or, c'était pas ton métier à plein temps, quoi. Non, et pour revenir, mes meilleures performances, même si on regarde d'un point de vue cotation sur les courses, si on parle d'index ou autre, je les ai eues à une période où je bossais à plein temps. C'est ça, ouais. Et je pense que d'avoir plus de temps m'a permis de maintenir mon niveau, de légèrement progresser, mais le sport a progressé plus vite. Mais je pense que mon niveau, je l'avais déjà à l'époque en bossant à plein temps. Et après, en jouant comme il faut sur les curseurs, il n'y a pas besoin d'avoir 30 heures d'entraînement par semaine pour être performant. Ouais, ce qui me fait penser d'ailleurs à Thibaut Anselmet, qui est un super athlète ski alpi, et quand je m'entraîne avec lui par moment, et là, ma révélation, c'est quand il me dit, je m'entraîne 15 heures par semaine. Waouh! Et tu vois, c'est épatant. Mais moi, ce que je trouve épatant pour le coup, justement, c'est qu'il y a tout l'entraînement à côté, quoi. Et toi, tu parles quand même pas mal du mental, et puis aussi peut-être qu'on va parler de travail un peu spécifique, tu as parlé de nutrition. Si je reviens dessus, d'ailleurs, sur ces aptitudes que tu as, toi, peut-être à plus récupérer ou à bien processer les choses, en tout cas. Si on prend cette période là où tu travaillais à temps plein, tu as ton sport à côté, la vie de famille, et puis j'imagine pas mal de sollicitations aussi, journalistes, etc. Puisque tu gagnes, on peut rappeler au passage, je vais pas pour faire tout ton palmarès, mais tiens, si tu veux juste parler d'une belle victoire savoureuse, ce serait laquelle pour toi? Je pense la plus savoureuse, c'était sur ma deuxième diag. Ouais. Parce que c'était partagé vraiment en famille, et avec en plus une énorme pression. Parce que de faire deuxième aurait été une déception. Et donc voilà. Donc c'est confirmer la victoire. Voilà, confirmer. Et c'était un moment très important et chouette. Et tu te penses plutôt à l'arrivée, tu penses plutôt à des moments de course? L'arrivée cette fois-là était un soulagement, parce qu'au niveau mental, j'avais pas été très bon, dans le sens où à la possession, il y a une présence des journalistes qui est vraiment importante tout le long de la course, pendant la course à la diag. Et moi, je restais assez mobilisé, focus. Et à la possession, j'ai un peu relâché. Je réponds aux journalistes. Alors, je sais pas, à ce moment-là, j'avais peut-être 40 minutes d'avance, donc c'est gagné. Et là, je commence à dire, bah ouais, là, ça commence à être pas mal. Et dans la tête, j'avais fini. Et du coup, ça a été très dur de la finir, cette course. Ah, j'imagine. Parce que quand on passe une ligne, derrière, c'est dur. Après un marathon, on pourrait pas faire 50 km. Et là, j'en étais à 140 et il en restait 20. Et là, ça a été difficile. Et derrière, il y avait un Ludo Pomeray qui a fini très fort et qui doit finir pas très loin derrière. Voilà. C'est là que j'ai appris à commencer à apprendre à le connaître. Ouais. On est en 2011 Là, c'est 2011. 2011. Ah oui, Ludo arrive avec ses super remontadas. Et puis quoique, c'était peut-être 2009 où il finit. Derrière moi, je sais plus si c'est 2009 ou 2011. Je me rappelle plus. Et qu'est-ce que tu ressens du coup à l'arrivée là, parce que tu as 20 km où tu as la souffrance, la difficulté de se remobiliser, une charge mentale qui doit être vachement complexe à gérer. Sur la ligne d'arrivée, qu'est-ce que tu ressens? C'était un soulagement, c'était une telle fête parce que j'avais toute la famille qui était là, mais que ce soit ma femme, ma fille, parce qu'il n'y en avait qu'une à l'époque, qui m'a accompagné sur la dernière centaine de mètres en trottinant
du haut de ses 4 ans, quoi. Donc non, c'était vraiment chouette. Et surtout, voilà, il y avait vraiment énormément de ferveur et toute la famille, des oncles, des tantes, mes parents qui étaient là. Ma sœur vivait à La Réunion à cette époque-là, donc et ça a permis de vivre et de partager ses émotions et d'en donner à beaucoup de personnes et à beaucoup de proches. Donc c'est vraiment des moments spéciaux. C'est à cette période aussi que tu as un travail à côté ? Là, je bossais encore à temps plein. Juste là, c'est au moment où je bascule à mi-temps. Après, j'ai basculé à mi-temps pendant 2 ans. Après. Après. Mais cette préparation, j'imagine qu'elle doit être complexe entre ton travail, la vie de famille, ton épouse. Et d'ailleurs, au passage, je vois qu'il y a beaucoup d'amour ici, il y a beaucoup de sourires, ça fait plaisir à voir. Donc, on sent que la famille, c'est un projet de vie aussi. Comment tu gères cette année de préparation, pas après, mais avant, entre ton travail justement et cette vie familiale et la préparation d'une seconde diag où tu as la pression? Ouais, on te la met. Oui, c'est ça. Je pense que je me la mets tout seul. Ouais. Après, c'est surprenant. Je me rappelle pas spécialement. Et j'inclus dans mon quotidien pas mal d'entraînements. Quand je travaillais sur Grenoble, la pause déjeuner me permettait de faire, on va dire, 80% de mes entraînements. Donc, je m'entraînais entre midi et 2, donc des séances d'1h30. Et le week-end, des sorties un peu plus longues. Très traditionnel finalement. Voilà, et ça fonctionnait bien comme ça. Ouais. Un entraînement par jour ? J'étais matinal, non, j'aurais plus de mal, mais ça m'arrivait de faire 1 heure de footing à jeun avant d'aller prendre le train à 7h30, donc des footings très matinaux. Ouais. Mais globalement, voilà, un entraînement... Allez, parce que j'ai la nostalgie de Pascal qui me manque. On était voisins avec Pascal et du coup on a partagé des moments assez intenses et je le revois avec ses tableaux, la traditionnelle, tu vois, pas les logiciels et tout ça. Comment t'es arrivé avec lui ou il est arrivé avec toi à justement faire respecter son planning, ses fameux Excel, ses fichiers où à l'époque il n'y avait pas, et lui n'a pas voulu basculer sur ces outillages, le respect du planning, l'échange avec lui, comment ça se passait? C'était assez simple, j'avais confiance, donc j'exécutais. Les séances, c'est quelque chose qui était assez incroyable. Je pense que dans toute la période où il m'a entraîné, j'ai jamais eu 2 fois la même séance. Ouais. Il avait une capacité à varier les distances, les allures, les formats des séances. Donc je prenais ces séances et j'exécutais. Et j'avais besoin de ce détachement, ça me facilitait énormément la vie. Ouais. Dans le sens, pas de charge mentale sur l'entraînement. Il y a ça à faire, je le fais, j'avais totalement confiance. Et j'en rajoutais surtout pas parce qu'il y en avait assez. Mais j'y allais, ça m'arrivait de temps en temps de l'appeler, Pascal, là il fait vraiment mauvais, hein, on peut pas reporter. Il me fait non, bon bah d'accord. Et ça lui arrivait une dizaine de fois, je partais faire ma séance sous la pluie. Non, mais voilà, mais c'est des fois il y a un peu l'hésitation à savoir si c'était nécessaire ou pas. T'es sûr? Et il y a eu peu de périodes de réajustement liées à des fatigues trop importantes. Je pense que les plans étaient assez bien dimensionnés pour pas avoir trop à ajuster. Mais je pense que j'étais aussi dans une relation privilégiée avec Pascal. En étant son sujet de recherche, je pense qu'il y passait beaucoup de temps. Donc avec les suivis de VFC, après je faisais des bilans aussi régulièrement sanguins pour suivre différents paramètres, marqueurs. Donc voilà, un suivi très personnalisé, très proche, et donc qui m'a bien convenu. Oui, ok. Entraînement donc plutôt le midi, le travail, parfois matinal aussi, séance à jeun, les week-ends, grosses séances, et après avec des temps forts, des temps faibles tout au long de la préparation sur l'année, si on prend un peu de recul. Là après, il y a toujours eu les vacances assez orientées montagne quand même, pour un peu se préparer. Donc ça c'est avantage, inconvénient, donc on compose en famille avec tout ça. Et voilà, après sur une progression dans la saison. Et les premières saisons, je trouvais le concept assez intéressant. C'est je doublais de distance à chaque course. Donc je commençais en janvier, je faisais un cross sur 8-10 bornes. Après j'arrivais sur une course de 20 bornes en février. J'allais à Trail du Ventoux en mars, 40 bornes. Après j'espacais un peu plus, je faisais un 80 bornes
au mois de mai-juin, un 100 km début juillet pour un 160 km au mois d'août, fin août. Et du coup, c'est quelque chose que je conseille pas mal en fait, de construire sa saison sur la progressivité. Après, maintenant, avec l'internationalisation du sport et la pratique un peu de partout, je m'y suis un peu épuisé par passion à faire en février un 120 km on va chercher le soleil aussi. On va chercher le soleil, ça fait plaisir, mais tout de suite sur du long. Donc ça veut dire qu'en décembre, il faut déjà travailler là-dessus. Et surtout que j'aime bien aussi l'Asie. Donc des fois, je finis en décembre. J'ai fait plusieurs fois des courses à Hong Kong. Donc voilà, les saisons étaient très longues. Est-ce que ce serait pas comme ça, allez, je jette le truc en l'air, une des explications sur le fait qu'aujourd'hui il y a des courses, comme tu dis, c'est planifié, on sait que de janvier jusqu'à août, on voit la progressivité et donc on est à un pic de forme sur une période estivale où là il y a les épreuves et on perf et il y avait plus de perf qu'il y en a aujourd'hui. Parce qu'on voit que c'est beaucoup plus, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus aléatoire en fait. On voit que sur les courses de août, pour pas nommer le dernier UTMB, mais c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, où finalement les résultats sont moins homogènes et qu'on voit que ça passe sous sa pète. Et est-ce que ce serait pas une des raisons finalement le calendrier où on court plus toute l'année, il y a moins cette progressivité? Ouais, c'est possible. Après, faut cibler le bon objectif et de la bonne manière. C'est sûr. Et pour arriver comme il faut sur son objectif principal, il faut des objectifs intermédiaires qui soient bien dimensionnés, comme des objectifs intermédiaires. Et à l'heure actuelle, le sport et les athlètes sont énormément médiatisés. Ouais. Et donc, il y a la pression qui est importante pour un objectif intermédiaire, course de préparation, les personnes se sentent jugées. Donc, au lieu de la faire un peu juste, ils vont la faire tout le temps à fond. Et du coup, sur une phase de préparation, c'est pas forcément adapté. Et d'où des choix de saison d'athlètes qui vont pas courir pour se préserver. Mais du coup, c'est la difficulté sans avoir couru avant, d'être préparé différemment aux enjeux. Et voilà. Comment tu vois justement, tu parles d'Adrien qui t'accompagne, pour avoir bien échangé avec lui, c'est vrai que c'était il y a, au début de saison, là, enfin au tout début, même c'était à la fin d'hiver, si je dis pas de bêtises, là, et puis en fait on sentait bien cette recherche d'harmonie. Je crois qu'on avait beaucoup employé le terme d'équilibre, mais je pense que ça va au-delà de ça, l'harmonie justement, et l'harmonie, équilibre de vie, comme toi tu l'as entre famille, professionnel, et puis mes activités sportives, et puis aussi cet équilibre dans l'agenda, le planning, la cohérence, la progressivité, mais comme tu dis, une pression, je sais pas, on va venir d'ailleurs sur ta mission aujourd'hui au sein de l'UTMB. Est-ce que les médias, les courses, etc., il n'y a pas des tentations qui font que finalement on s'écarte un peu de la logique du calendrier? Et pour un coach, c'est compliqué parfois de dire non. Je pense qu'il y avait certains coachs, où il y en a encore aujourd'hui, qui ont cette faculté, les anciens, de dire Philippe, je pense à Philippe aussi, tu poses une question, on va dire non, c'est comme ça, et puis ça recadre. Aujourd'hui, on est un peu tenté de dire un peu oui, parce qu'il y a des opportunités, on va dire ça comme ça. Ouais, après, je pense que les opportunités, faut bien les saisir. Et à l'heure actuelle, on a des événements qui ont différents formats. Et si on revient sur les courses UTMB, ça va du 20 km au 160 km. Donc, chaque distance a sa place à un moment donné. Et s'il y a une demande de partenaires d'être présent sur des grands événements, ça se comprend. Parce qu'un partenaire, il paye pour une exposition. Un athlète est un placard publicitaire, si on résume. Il faut qu'il soit visible. Et donc, si on veut qu'il soit visible, il faut qu'il soit présent sur des événements ou qu'il communique énormément à côté. Après, ça dépend les profils. Mais s'il est présent sur des événements, il faut juste pas se tromper de logique. Et s'il est sur une phase de progression, de se mettre sur un 160 km au mois de mai-juin, si l'objectif est à l'UTMB, c'est peut-être pas nécessaire. Après, si l'athlète en a besoin pour avoir les kilomètres, pour se rassurer et qu'il l'aborde de la bonne manière, c'est peut-être très bien. Mais là, c'est au coach et à l'athlète d'en échanger. Mais après, ce qui est important, je pense que sur les formats très longs, on peut pas demander à un athlète de faire une course qu'il n'a pas envie de faire. C'est trop difficile. Il y a un investissement mental qui est trop important. Et donc, si l'athlète dit oui, j'y vais, la probabilité qu'il arrive au bout est assez faible, dans de bonnes conditions, encore plus faible, avec une belle perf,
quasiment nul, parce que l'investissement il doit être total, il faut être en phase avec ses envies, avec tout pour réussir sur des telles courses. Et j'entends en même temps dans ce que tu dis l'importance aussi. Alors aujourd'hui, je te pose la question parce que c'est un sujet d'intérêt, la préparation mentale, beaucoup pour échanger avec Eric Lacroix, qui a le bonheur aujourd'hui, enfin je sais pas si c'est un bonheur, la pression, on va dire plutôt ça comme ça, d'accompagner des athlètes de haut niveau, dont Thomas Mathieu. Et je me rappelle que Mathieu avait très très clairement dit dans son agenda cette année, c'est la Diag, l'objectif principal, mais les gens l'oublient un peu, quoi. Et peut-être que lui en cours de route l'oublie un petit peu parce que quand tu arrives sur l'UTMB, forcément c'est la course de l'année et ça devient quelque part un peu pour toi, peut-être inconsciemment en tout cas, la course numéro 1 et qui fait peut-être un peu occulter en cours d'année, en cours de préparation, l'objectif que tu avais, ou même si consciemment tu sais que ton objectif c'est la Diag, à ta l'UTMB, les médias, la pression diverses et variées te met sur une obligation presque de réussir inconsciemment. Là, pour le coup, et là, la subtilité, on pourra en parler après sur la prep mentale, ta vision par rapport à ça, toi. Mais je voudrais te poser la question en tant que, justement, maintenant pas seulement partenaire, mais partie intégrante de l'UTMB. Quel regard tu as là-dessus, toi, justement, sur le fait que ces épreuves peuvent mettre une pression et que le coach, on t'a donné la réponse déjà sur le rôle du coach par rapport à ça, mais le coach préparateur physique et l'athlète sa prise de décision, et le coach mental comme Eric l'a pu le faire et a pu amener aussi une certaine relativité à Mathieu le lendemain de sa non-réussite, si on le dit comme ça, ou en tout cas de son abandon ou de son arrêt, sa décision de s'arrêter sur l'UTMB. Il y a plein de questions dans ce que je suis en train de te dire, mais on va les explorer ensemble au travers de deux fenêtres, enfin deux fenêtres de tir, celle du préparateur mental, puisque tu as un diplôme universitaire sur la prép mentale. Tu l'as pas validé, mais tu as toutes les connaissances en tout cas pour ça. Et puis en plus de ça, tu as bien mieux que ça, c'est-à-dire t'es doctorant en tant qu'ingénieur, donc ça vaut quand même aussi beaucoup dans ta vision de la prép mentale, en tout cas en termes de processus. Et puis après, au sein de l'UTMB. Je commencerai peut-être par là si tu veux bien. Avant, tu as envie de réagir peut-être déjà sur ce que je suis en train de dire. Je pense que ça. Moi, j'avais pas réfléchi avant, mais ce que tu viens de me dire sur Mathieu, c'est peut-être que justement, il n'a pas oublié son objectif de la Diag. Parce que déjà, ça réussit et qu'à l'UTMB, c'était pas son objectif. Ouais. Et quand il y a eu ce grain de sable, peut-être que ça lui a ramené à sa réalité du moment, qui était la Diag. Et peut-être qu'il n'y aurait pas eu l'objectif, la Diag, il se serait fait plus mal et il aurait fini cette UTMB et peut-être fait quelque chose de bien à cette UTMB. Je suis pas dans son talon, je suis pas dans sa tête, mais peut-être qu'il avait justement cette vision de priorité à la Diag. En tout cas, l'actualité montre qu'il était présent à la Diag. En tout cas. Exactement. Et tu fais bien de le rappeler. Et ce qui donne aussi un petit peu de rationalité dans les prises de décision d'athlètes qui aujourd'hui sont amenés à dire là je m'arrête, même si le dossard comporte certains diront ouais mais t'arrêtes pas parce que rien que pour ce dossard là faut aller jusqu'au bout, mais les athlètes aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit, gèrent un calendrier, on a un objectif principal et les médias le faut oublier, les gens ont tendance à l'oublier, mais l'athlète tant que lui l'a pas oublié, c'est le principal. Oui, et c'est vrai que si on revient à l'UTMB, moi j'ai toujours dit que pour moi l'UTMB était une course de fin de saison. Ouais. Et la considérer comme une fin de saison, presque une fin de carrière à chaque fois, parce que c'est une course qui impacte énormément. Et si on pense au après, on va s'arrêter, parce qu'il n'y a rien de rationnel à se pousser autant sur cet événement, où on retrouve une densité qu'il n'y a pas ailleurs, un engouement qu'il n'y a pas ailleurs. Donc d'un point de vue préparation mentale, il faut vraiment le considérer comme le point final au minimum d'une saison. Parce que si on commence à penser à une Diag, oui, mais là, si je continue encore 10 bornes, je vais jamais récupérer pour la Diag, je vais jamais récupérer pour autre chose. Donc on peut pas réussir. Parce que pour réussir, il faut aller dans cette zone de difficulté. Donc ça, je pense que c'est aussi une manière d'aborder les choses. Mais après, on a beau le savoir, mais à Cham, c'est le seul endroit où j'ai des problèmes digestifs. Une fois par an, depuis que je cours. Alors que t'en as pas sur les autres courses. J'en ai jamais ailleurs. et même en prenant du détachement cette année sur la TDS, j'ai eu mal au ventre. Lorsque il y a quelque chose dans l'air là-bas qui est bizarre. et voilà. Et après, ça fait partie des discussions. Et une problématique pour beaucoup d'athlètes qui disent mais ça devient trop gros, cette UTMB, il y a trop d'enjeux, il y a trop de médias, il y a trop de. Mais c'est le haut niveau, c'est ce qu'on recherche dans un sport. Là, on est une année olympique. Il n'y a aucun athlète qui va se plaindre de l'engouement au bord des bassins, au bord des terrains, c'est ça qui porte.
Et quand on réussit, c'est génial. Après, il faut avoir les outils et les clés pour pas se faire submerger par tout ça. Ouais. Mais c'est ce qui fait la beauté du sport. Moi, j'ai aucun souci sur toutes les autres épreuves. Hein. Même à la Réunion, j'avais pas de souci. Mais à l'UTMB, à Cham, ou même là sur la TDS, crampe d'estomac. Et voilà, alors pourtant, je fais la même chose. Est-ce que moi, tiens, je mets une analyse comme ça. On parle des énergies, tu vois, l'environnement, etc. Alors le macrocosme, tu vois, ce qui est autour, et puis il y a le micro, le microbiote, tu vois. Toi qui es un petit peu ouvert sur ces sujets-là d'ailleurs de nutrition, est-ce que tu penses qu'il y a une adéquation peut-être? Je me suis jamais posé la question comme ça, mais entre notre organisme interne et l'organisme externe, parfois il y a peut-être un truc qui est pas compatible et qui amène ces dérèglements. Je sais pas si c'est une question bien formulée, mais j'ai envie de te la poser comme ça. Ouais, mais je pense que tout est énergie globalement. Ouais. Et il y a des endroits où l'énergie, on va la recevoir de manière positive et on va l'accepter, on va se construire avec. Et des fois, cette énergie, on se fait submerger par cette énergie et c'est là que ça déborde. Ouais. Et au départ du TMB, là, c'était il y a 2 ou 3 ans, Audrey Tanguy, qui était à côté de moi, qui s'est effondrée en larmes à 5 minutes de départ parce qu'elle se faisait déborder par tout ça. Les émotions et l'investissement et tout ce qui arrivait. Mais après, une fois qu'on a passé ce cap-là, la course, elle n'a pas commencé, mais c'est déjà presque perdu. Ouais. C'est super compliqué. Et du coup... c'est ce qui rend ce sport vraiment difficile. On a beau s'entraîner au mieux pendant des mois, des années. Si on n'aborde pas dans les bonnes conditions le jour J, c'est difficile. Après, la préparation mentale était quelque chose qui n'était pas du tout présent jusqu'à peu de temps. C'est en train de se mettre en place et je pense que ça peut beaucoup aider certains athlètes. Eh ben, puisque tu en parles, j'avais pas prévu, en tout cas, il y a 2 minutes de ça, j'ai me dit, tiens, on va parler de l'UTMB, ton rôle là-dedans, on va le mettre en dernière partie. Dans la deuxième, j'aimerais bien qu'on aborde ce sujet-là, puisque tu te la prépa mentale, est-ce qu'elle peut être utile, justement, par rapport à ce que tu venais d'évoquer? Il y a des énergies. Comment se connecter avec ces énergies, quand je dis se connecter, les accepter, les accueillir, les connecter avec son énergie intérieure pour que ça se mette un peu en harmonie, le yin, le yang, l'équilibre, la balance, vous voyez ça comme vous voulez. Mais effectivement, est-ce que la prep mentale peut apporter quelque chose de ce point de vue-là? Et puis après, là, c'est la clé d'entrée que je te propose, mais après, je voudrais que tu me dises, toi, ta vision de la prep mentale plus globalement. Oui, mais après, moi, je pense que la clé, c'est déjà de savoir pourquoi on est au départ et pour qui on est au départ. Ouais. Et si on est en phase avec ça, déjà, on sait si on veut vraiment y aller ou si on veut pas y aller. Et je pense qu'il y en a, ils veulent pas y aller sur cette ligne de départ. Ouais. Donc, ça va déjà être compliqué. Et si la réussite, elle est juste pour un partenaire ou le regard des autres, ça va être compliqué. C'est ça quand tu dis le pour qui? Voilà, et pour qui, je pense qu'il faut une vraie volonté personnelle interne forte en soi, d'aller découvrir cette aventure et de vouloir la réussir. Et la réussir en premier lieu pour soi. Et ça, c'est ce qui est compliqué. Et après, c'est toute la gestion des émotions le long du parcours et sur la vision qu'on a de soi-même. Parce que quand on se retrouve dans un flow où tout va bien, on est facile, on a le sourire, ça déboule, on est en tête. Il n'y a pas besoin d'être bon en mental. Mais comment accepter les moments où on est moins bien, on a envie de baisser la tête et vraiment prendre les supports autour pour se porter avec. Parce que moi, ça m'est arrivé pas mal de fois de baisser la tête en me disant non, mais ils m'encouragent, mais je fais de la merde. Donc, ils sont gentils, c'est de la politesse, mais c'est limite, oui, parce que moi je pensais être plus devant, je suis un peu derrière, c'est bien, non, c'est pas bien. et ça, quand on est dans cette démarche un peu négative, ça aide pas. Mais plutôt de dire, mais en fait, je suis 5e, moi, je suis 15e, c'est peut-être pas si mal que ça, parce que derrière, il y en a déjà 2000 encore derrière, et encore, parmi les 2000 qui sont là, il y en a peut-être 10 000 qui aimeraient être à notre place. Et du coup, mais c'est génial de faire ce que je peux faire. Et du coup, de se dire, j'y vais, j'en profite, je sais ce que je vais faire et je le fais au mieux et on verra après. Et après, c'est l'apprentissage par l'erreur.
parce que le coup de la vague en ultra trail, on en surfe pas mal des vagues et on tombe dans des gros creux, et de savoir que quand on est dans le creux, ça peut revenir. Et moi, j'ai eu l'expérience une fois c'était le trail, je crois, des Citadelles. Et ça part, on part devant, on est 3-4, une autre époque, hein, Pascal Giguet, Iker Carrera, et pas bien. Et du coup, je laisse filer, je fais, bah, je suis mauvais aujourd'hui, c'est nul. Et puis d'un coup, je me remets à courir, ça va bien. Et je rattrape et je finis à 20 secondes d'Iker. Je suis deuxième à 20 secondes. Et là, je me dis, j'aurais pas passé 2 heures à me morfondre sur le fait que je suis mauvais. Et ben, j'aurais certainement pu revenir à son niveau, pas forcément le battre, ça c'est autre chose. Mais ce temps que j'ai perdu à me morfondre, il sert à rien. Donc quand on n'est pas bien, on lève la tête, on sourit et on fait au mieux. Ouais, ce que tu disais juste avant d'ailleurs, tu baisses la tête et de toute façon tout ce qu'on peut te dire, de toute façon ça sert à rien, taisez-vous, je baisse la tête, l'attitude, tu vois. Ouais. Mais justement, comment t'en as tiré quel enseignement par rapport à ça? Baisser la tête c'est nul, ça sert à rien, c'est du temps de perdu, c'est de la charge mentale à un moment donné qui est inutile. C'est quoi la nouvelle, je sais pas, le nouveau mindset que t'as, le switch, comment t'arrives à switcher maintenant depuis cette expérience-là du trail des Citadelles? Qu'est-ce que t'as mis en place depuis? Bah, c'est le côté, il y a une partie un peu d'imagerie où justement je repense à ce trail des Citadelles. Et le côté, moi j'ai bien aimé, c'est la vision de Kipchoge qui dit que quand j'ai mal, je souris et ça va mieux. Et c'est tout à fait ça. Et de donner l'impression, et je pense que c'est ce que je donne quand je cours, je souris et je vois les gens et je souris et ah mais t'étais bien, oui j'étais bien parce que vous étiez là, mais autrement dès que je passe la zone, mais du coup il faut justement le prendre en positif, tous ces points, dès qu'il y a quelqu'un de sourire, les gens nous renvoient ce sourire et là on prend quelques watts gratos quoi, et du coup se porter là-dessus. Mais allez, je me fais l'avocat du diable sur ce coup-là, ça suffit pas. La preuve c'est Kipchoge au JO de Paris, il aurait pu sourire, non, il s'est arrêté quoi. Tu vois, j'aurais toujours un contre-exemple, mais c'est pas ça là-dessus que je veux en venir. C'est ce que tu dis, j'entends. Je pense qu'il y a plein de gens qui l'entendent. Ouais, mais quand même quoi, c'est trop dur. J'y arrive pas. Là, comment tu parlais de visualisation, en quoi ce genre d'outil peut-être que tu as réussi à redécouvrir dans le cadre d'un DU, t'as pu les protocoler, les préparer, les anticiper, tout ça. Qu'est-ce que tu faisais concrètement pour justement automatiser quand c'est dur, souris, et véritablement ça a un effet sur ton corps ou sur ta tête. Après, il y a vraiment la démarche d'ancrage, que ce soit principalement sur un geste qui est... Tu peux nous dire par exemple? Non, mais c'est en serrant la main, de se ramener à chaque fois, et c'est un travail sur un moment très positif, et donc le cerveau il part dans cette zone-là, donc ça fait du bien, ça permet de se concentrer. Et après, quelque chose de beaucoup plus terre à terre, et là, c'était il y a quelques années, moi c'était le truc, tu dis mais attends, là au mois de décembre, t'allais courir le dimanche matin, plutôt que d'être devant la cheminée avec tes filles, devant le sapin de Noël, t'allais courir 3 heures, non, t'as pas fait ça pour rien, là il se passe quoi là? Vas-y. Et de se dire, derrière il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans de travail, là il reste 2, 4, 15 heures, c'est pas grand chose quand même. Et du coup, voilà, de ramener à l'instant l'investissement qui a été fait pour être là. Et l'abandon est tellement facile. Et quand on l'a vécu, c'est super dur. Et le pire que j'ai vécu, c'est quand tu te prends l'effet miroir par ta fille, là sur un UTMB, où en plus là celui-là j'ai pas trop de regrets parce que je me fais mal à un pied, je me fais une entorse au naviculaire quoi, je pouvais plus poser le pied depuis Berton, mais je pouvais pas abandonner, donc je continue. Grand col ferré, je descends en marchant à la folie. Et là il y a ma femme qui est là, je monte dans la voiture et ma fille m'attendait avec mes parents, la petite à Champais. Et là j'arrive, et quand elle me voit arriver, elle se met à pleurer quoi. Mais j'étais venu, je voulais devoir arriver en courant quoi. Eh ben, là tu te dis et parce que l'effet miroir il est important, et du coup c'est aussi quelque chose que je m'impose entre guillemets, c'est le côté hyper positif. On peut pas toujours être le meilleur, mais il faut donner le meilleur de soi-même.
Et alors peut-être que tu le fais depuis ce moment-là qui a été fort pour toi, mais si tu te souviens, c'était dans la voiture, c'est ça? Ouais, non, mais en arrivant à Champais, voilà, ouais. Et là, ta fille, tu la rejoins dans la voiture? Ouais, je la rejoins dehors, au bord du lac. Ouais, on voit tous la face qui connaissent l'endroit. Non, Elle était, fait. Il faisait jour. Il faisait grand beau, donc. Grand beau. Tout était réuni pour que ça fonctionne. Et là, c'est assez difficile. Et de se dire, la vie, elle est comme ça, en fait. Tu peux nous emmener. Enfin, excuse-moi, c'est peut-être douloureux pour toi, mais comme tu l'as dit, l'abandon fait partie de l'apprentissage. Et puis à un moment donné, il y a un truc qui est ancré en toi. Tu as parlé d'ancrage. J'imagine que ce moment-là restera ancré toute ta vie. On te fera rappelant à chaque fois à cette émotion que tu as vécue à ta fille. Tu te souviens, elle avait quel âge? Je pense qu'elle avait 5-6 ans. Ouais. Et tu revois son visage là? Complètement. Ouais. Et tu peux nous décrire un peu ce moment, ce que tu ressens et ce que tu vois? Parce que je vois, c'est une petite blondinette qui est toute déçue et je comprends pas pourquoi elle est triste. Uh-huh. Parce que pour moi, elle est pas proche de ma pratique, ça change rien pour elle. Ouais. Sauf que, mine de rien, depuis qu'elle est née, elle vit là-dedans et même si elle est pas comme sa grande sœur, fan de me faire les ravitaux, etc., elle le vivait aussi. Et donc, du coup, c'est ce côté... mais t'as arrêté, pourquoi? Mal au pied. Et voilà, donc bon, après, avec du recul, cette fois-là, je pense que j'aurais réellement pas pu continuer. Mais sur d'autres abandons, pour des raisons de fatigue et autres, s'il y avait un investissement, il n'y a pas de possibilité d'arrêter. Dernière course que j'ai arrêtée, c'était sur les Grands-Ducs là, en début d'été. Course qui passait à vol d'oiseau 500 mètres de la maison. Et au bout de 30 bornes, aucun plaisir. Parce qu'en fait, la météo était très mauvaise. Parcours de repli, on passait sur des pistes sur ce parcours de repli que même à l'entraînement, j'y vais pas parce que ça m'intéresse pas. Et là, j'y voyais pas de plaisir. À 10h, je fais on rentre à la maison. Moi, j'étais à la maison à 10h le dimanche matin, c'était bien mieux. Mais parce que l'intérêt, l'investissement, c'était à la maison. Il y en avait pas très peu d'un point de vue déplacement. Mais autrement, pour d'autres choses, c'est un peu la vraie vie, quoi. Comme à l'école, on peut pas toujours être les meilleurs. Mais si on se dit j'y arriverai pas et on passe à autre chose à chaque fois, on va pas bien loin. Ça nous ramène à la question du pourquoi je fais cette course, le sens que j'y mets, l'envie que j'ai de la vivre et la terminer. Complètement. Et il faut aller, pour moi, ces choix de calendrier, c'est des courses qui m'ont fait rêver. Par l'histoire de la course, principalement l'histoire de la course et sa culture. Ouais. Notamment la Diag alors. Ouais, mais pas que. Les États-Unis. Les États-Unis, que ce soit la Western State, la Hard Rock. Là, j'ai eu l'opportunité d'aller courir avec les Raramuri au Mexique. C'est culturel. C'est pas qu'une course, quoi. Non, c'est un voyage. Et c'est le voyage. Et c'est là-dessus que, pour moi, c'est vachement important, quand on se déplace, de vivre une aventure. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de critiques sur les déplacements liés à notre pratique loisir ou professionnelle d'ailleurs. Si c'est juste pour une course, c'est pas forcément nécessaire. Mais quand on apprend, quand on vit, etc., il y a des enseignements qu'on peut pas avoir en restant chez soi. Et c'est très égoïste de dire aux autres de pas le faire. Ouais. Après, à titre personnel, chacun fait ce qu'il veut, mais il y a beaucoup à apprendre à aller rencontrer d'autres personnes. Ouais. Ouais, et puis pour reprendre un des derniers épisodes du podcast avec Victor de Bilco, qui, comme toi, dit finalement on peut pas décider pour les gens, chacun décide. Et puis, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des formats de course tellement variés, il y a tout partout, que ce soit la course à saucisson ou la course aux médias, on fait son choix. Et pourquoi critiquer finalement des choses alors que il y a tellement de dispositifs de course, que ce soit en trail, j'allais dire en triathlon, mais aussi donc en trail, mais aussi en triathlon. Et on va parler peut-être aussi d'ailleurs justement d'Ironman par rapport à toi, la labellisation et l'UTMB. Et certains diraient les dérives, ça y est, machin, etc. Mais comme disait Victor, et moi je sais pas que je suis d'accord ou pas d'accord, c'est que moi je suis plus dans ce trip-là, mais c'est mon choix. Et je critique, comme tu dis, je peux pas critiquer les gens pour lesquels c'est le choix de faire un Ironman, faire un UTMB, enfin les courses UTMB.
tant que, tu nous le rappelles aussi, c'est pas qu'une course, c'est plus que ça. Ouais, et après, pour venir en toute transparence à ma vision des choses avant que j'entre en poste, j'avais du mal à entendre la critique sur l'UTMB. Je disais, mais pourquoi vous mettez tant d'énergie à critiquer cette course? Mettez la même énergie à faire la promotion d'un autre événement. Il y en a plein d'autres. Et plutôt que de porter un regard négatif sur quelque chose, et on met encore plus le regard, l'objecteur sur cette course-là, il y en a tellement de choses. Mettez en avant, si vous avez une course de cœur à côté de chez vous, faites la promotion, mettez la même énergie à promouvoir cette course. Bien sûr, et ça fait grandir le sport, et c'est plus agréable d'ailleurs de faire la promotion de quelque chose que de dénigrer autre chose. Donc voilà, c'est après. Tiens, ça m'amène à une question sur ton état d'esprit, puisqu'on était quand même sur le pilier plutôt mental. Le mental, t'as parlé d'aptitude, mais d'attitude aussi quand on est en course. Et justement, dans la vie, cette attitude que t'as toi à regarder les choses positives, ça te vient d'où? Ça, j'en ai pas la moindre idée. C'est inné, pour le coup, c'était la question de la partie inné apprentissage. Ouais, après, en restant un bon français, j'aime bien râler quand même, râle pas mal, mais essayer de voir le positif en disant on est quand même dans des positions de hyper privilégiées. Donc je me dis, faut voir ce qui est le bon un peu de partout, quoi. T'étais comme ça, je sais pas, si on se remet en 2006, tu vois, enfin 2005. Est-ce que tu avais aussi cette vision-là? Parce que depuis tu as eu des voyages, tu as eu des expériences de vie, tu as vu d'autres cultures, en tout cas sur ces dernières années. Est-ce que tu penses que c'est aussi lié à ça ou non, finalement, il y a 15 ans, 20 ans de ça, tu avais déjà cette faculté à regarder plutôt les choses positives, optimistes en tout cas? Je pense que ça y a fortement fait, ces voyages, de rencontres de cultures en fait complètement différentes m'ont permis de voir les choses différemment, et que ce soit les cultures que ce soit asiatiques, africaines, américaines, en Amérique du Sud, on se rend compte que nous on voit tout gris, on sourit pas. Et les mecs ils ont un sourire et la banane en permanence lorsqu'ils ont rien. On se dit il y a un moment c'est peut-être pas la peine de se prendre la tête, quoi. Il faut profiter. C'est important pour toi vis-à-vis en tant que papa, je parle au père là, de transmettre ce genre de vision, d'attitude, plus que l'état d'esprit finalement. Mais complètement, mais surtout qu'on est dans une société forte où on envie les autres. Mais le problème, faut être conscient et apprécier ce qu'on a déjà. Et on a déjà énormément. Mais voilà, c'est le fonctionnement actuel qui fait mais il faut le nouveau truc, il faut etc. Et pour avoir ça, il faut un peu plus d'argent, et pour plus d'argent, il faudrait plus travailler, il faudrait faire ça. Et en plus, avec une vision à travers différents médias, que certains métiers permettent d'avoir de l'argent, ce qui tombe du ciel sans rien faire, ce qui n'est pas le cas. Que ce soit sur les réseaux, différents influenceurs, créateurs de contenu, ceux qui fonctionnent très bien, c'est des personnes qui sont bonnes et qui travaillent énormément. Il n'y a rien qui tombe du ciel, et on peut voir un footballeur, c'est la même manière. Pour y arriver, il y a toujours du travail. Et ça tombe pas du ciel. Ouais. Putain, merde, quand même, quand on voit le gars, il se met au vélo, ça y est, ça marche. Il se met à courir, ça marche. Aujourd'hui, il travaille il collabore pour des entreprises, des fabricants, ça marche. Il travaille pour une grande, maintenant, épreuve sportive, ça marche. En fait, ça a l'air facile, quoi, vu de l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis, en fait, au bout de 6 mois ou 1 an, ça y est, et je te fais comme ça, c'est facile, en fait. Tu parles de travail. Je pense que je pourrais presque me considérer comme une sorte de voilier. Et je suis surtout allé où le vent m'a poussé. Et je suis jamais allé à contre-courant. Donc c'est peut-être un choix par facilité. Tu utilises les énergies naturelles pour aller... Et du coup... c'est pour ça que j'ai pas de plan. Il y a 20 ans, je suis certain, j'aurais jamais pu imaginer être ici aujourd'hui. Parce que c'est la vie qui m'a amené là. Et peut-être de pas avoir de croyances trop importantes, de rêves vraiment importants, de volonté carriériste, que ce soit sportif ou professionnel importante. J'ai jamais eu ces volontés-là. Donc en fait, je suis toujours allé sur le chemin le plus fluide. Presque pas le plus facile, mais le plus naturel. Et du coup, ce chemin le plus naturel, il a souvent, je pense, été dessiné pour moi en fonction de mes aptitudes. Donc c'est pour ça que ça a fonctionné.
C'est beau quand tu dis des choses comme ça. Mais ouais, on pourrait dire, ouais, Bruce Lee, il faut être l'eau. Il faut être l'eau, etc. Effectivement, quand on est liquide, c'est fluide, c'est peut-être plus simple. Je pense, et j'aurais eu un rêve de devenir footballeur ou aviateur ou astronaute, je serais peut-être plein d'amertume et de regrets parce que j'en avais pas les capacités et pas le talent pour. Ouais. Donc voilà. Ouais. Et c'est pas surprenant quand on regarde ton parcours avec diplôme d'ingénieur, t'étais pas destiné à faire ce que t'as fait là derrière. Non, et j'étais même pas destiné à être ingénieur quand j'étais à l'école avant. Et parce qu'on me disait que j'avais pas les aptitudes pour. Donc, et d'un point de vue sportif, quand je faisais du foot, j'avais plutôt tendance à être mis dans les cages parce que c'est là que je gênais le moins le monde, quoi. Donc pas de talent et pas d'aptitude, en tout cas dans le sport. Génial, parce qu'en fait, oui, souvent je côtoie des sportifs de haut niveau, comme tu le sais, et on a souvent ce prisme du sportif de haut niveau qui avait un rêve petit, et toc, il a tout fait pour y arriver, et il y arrive, tu vois, et c'est magnifique. Il y a des très belles histoires là-dedans. Et puis il y a d'autres histoires comme la tienne que tu nous partages très bien dans ce podcast, en fait. Ben finalement, je sais pas quels sont mes rêves, ni trop mes aptitudes, mais je sens qu'il y a des choses, et s'il y a un courant qui m'emmène par là, plutôt que de lutter, d'aller ailleurs, je prends le courant et je fais confiance à la vie. Tout à fait. Et c'est ce qui s'est passé pour ce virage professionnel, hein, pour faire le lien avec mon travail à l'UTMB. Je vais te donner le micro bientôt, c'est toi qui as fait le podcast. Non, mais c'est vrai que ça s'est fait. C'était pas prévu. C'était complètement pas prévu. Moi, dans ma pratique d'athlète, je sentais qu'il fallait que j'évolue d'un point de vue de mes activités à côté, parce que mes revenus, en gros, étaient à 1/3 sur ma pratique d'athlète et à 2/3 de la prestation que je faisais à côté. Ouais. Indépendant de ma réussite sportive. T'as une SASU, t'as quoi? C'est ça, une société, et voilà, et je facture, et sur de la prestat de service. Et je me disais, c'est soit... faut que j'en trouve un petit peu plus parce que la partie sportive elle diminue, hein. On n'est pas tous Ludo Pomeray et il faut qu'il me donne la potion magique et donc ce qui est normal, il faut laisser de la place. T'écouteras notre entrevue parce qu'il doit t'as la réponse à justement comment il avait, c'est intéressant, c'est une autre philosophie de vie, une façon d'aborder les choses différemment. Non, mais et très intéressant de parcours. Mais parce que j'ai surtout tu le connais bien. Oui, je connais Ludo depuis 15 ans. J'ai surtout pas peur de réussir comme lui en vieillissant, et je me l'interdis pas surtout. Et non, et du coup, en fait, c'est pour revenir sur le sujet, la partie athlète diminuant, je me disais à 2 ans, il faut que je regarde sur une autre activité. C'était pour ça aussi que j'avais fait ce DU en préparation mentale. Pour voir si ça m'intéressait d'exercer dans ce milieu-là. Et je me suis rendu compte que je me sentais pas légitime après un DU d'exercer en préparation mentale. Sans formation psycho avancée avant. Je me disais, en 1 an, non, c'est pas sérieux. Dans le cadre du stage, je me suis rendu compte que j'apportais aux athlètes que j'accompagnais, mais je me sentais pas légitime pour en faire un métier et le facturer, cette prestation. Donc voilà, donc ça a été une super expérience, j'ai beaucoup appris et j'ai adoré cette formation. Et voilà, et au printemps, message LinkedIn, Julien, bonjour, c'est Frédéric Lénard, directeur de l'UTMB, est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Avec plaisir, j'aime bien rencontrer les gens. Et du coup, on a commencé à échanger et voilà. Je suis arrivé sur ce poste à travailler pour l'UTMB depuis le début de l'été. Tu nous rappelles justement la mission, en quoi elle consiste, en 2-3 lignes? C'est sur, de manière globale, tout ce qui est lié à l'aspect sportif, et donc que ce soit sur les règles sportives, des séries, je suis impliqué, sur les règlements de course, donc pas mal de travail sur le matériel obligatoire, sur les pénalités, sur le respect du règlement, sur le lien avec les athlètes élites aussi. Donc pour les prendre en considération, les intégrer dans le développement, et aussi mieux les accueillir sur les événements pour mieux les valoriser. Parce que c'est vraiment un partenariat qu'il doit y avoir entre l'événement et les athlètes.
parce que l'événement apporte énormément aux athlètes de par la visibilité, mais sans les athlètes, il n'y a pas d'événement. Donc les deux ont vraiment intérêt à travailler ensemble. Voilà. Et le dernier point qui me tient à cœur, c'est toute la politique antidopage sur les séries. Donc tu as dit oui à la mission? J'ai dit oui à la mission. Après, donc ça a été une prise de poste progressive, parce que j'avais déjà des missions à côté. Oui. Donc la prise de poste à 100%, elle sera au 1er janvier 2025. D'accord. Tu avais une transition par rapport à ta mission chez Oka, notamment, par rapport à ton accompagnement de porte de sportifs, d'entreprises. Voilà. Voilà. Et après, je voulais finir les choses et pas m'engager à 100% et délaisser mes engagements précédents, ou ne pas pouvoir m'engager à 100% parce que j'avais d'autres choses à côté. Ok. Fort de cette discussion, tu as pu aussi échanger, j'imagine, avant ta décision avec la famille, avec d'autres peut-être des athlètes, avec des potes. Je sais pas si je pose la question de façon intelligente, mais est-ce qu'il y a un truc, tu te dis quand même, ça me fait douter, pour après avoir plus de conviction dans ton choix, justement. Quel était le principal doute? Le principal doute, c'était le changement de statut. Ouais. De revenir sur un statut de salarié, donc avec énormément d'avantages, majoritairement, mais quelques contraintes également. Tu peux nous les rappeler au passage, parce que je pense que ça intéresse. Moi, ça m'intéresse pour le coup, mais tu vois, les prises de décision professionnelles, on fait des virages dans sa vie. Des fois, on veut se mettre indépendant. J'aurais pu te poser la question tout à l'heure, justement. C'était un vrai risque. Certains disent, indépendant, jamais de ma vie. Et puis, en même temps, quand on fait le virage dans l'autre sens, de revenir salarié, il y a peut-être aussi d'autres contraintes. C'est lesquelles que tu mettrais dans le panier des. Je mets des billes dans le panier négatif. Tu mets quoi là-dedans? La principale contrainte, c'est même s'il y a de la liberté dans mon rôle, c'est une perte de totale autonomie dans le fonctionnement, parce qu'il y a une hiérarchie et du coup il y a entre guillemets des comptes à rendre, même si le travail et le cahier des charges et la feuille est quasiment blanche, mais c'est différent. Et encore que, j'allais dire, quand on est prestataire, il y a des comptes à rendre, parce plus. Parce qu'en plus, il y a de la précarité. C'est vrai. Lorsque là, c'est parmi tant d'avantages, entre d'avoir une fiche de paye, de l'argent qui tombe tous les mois sans avoir à facturer et recevoir des factures de l'URSSAF, c'est une forme de sécurité. C'est un côté de sécurité. Et après, la principale contrainte, et qu'en est une légèrement, c'est ce côté de travailler avec des équipes. Mais cette contrainte est la principale force, et ce qui m'a attiré aussi dans le job. Parce que après avoir passé 15 ans tout seul, ça me manquait aussi d'aller au bureau et de discuter avec des gens. Et c'est en fait, c'est à la fois positif et un petit peu négatif. Parce qu'il faut un peu plus anticiper les jours de congé, les jours où je travaille en télétravail, où je vais au bureau. C'est juste une période d'adaptation et ça va bien se passer, mais c'est juste un petit paramètre. Oui, une période d'adaptation, forcément. En plus, elle se fait en douceur. Non, mais complètement, et ça rend les choses assez faciles. Qu'est-ce que tu as aimé à l'inversement, tu vois, les contraintes, c'est bien, tu as cette capacité à relativiser, et merci pour ton patron, ton employeur, parce que il y a le respect aussi pour quelqu'un qui te propose un contrat, une sécurité, un salaire, une prévoyance, une mutuelle, etc. Donc, toi, tout employeur, donc c'est bien de se dire que finalement, quand on est salarié, il y a un contrat, et ça sécurise pas mal, et merci, j'accepte. Donc, merci pour toute cette sécurité que vous nous apportez, et inversement, sur l'aspect plutôt positif, enthousiasmant par rapport à des valeurs, peut-être à ce qui est porté, la vision de la boîte. Qu'est-ce qui t'enthousiasme toi dans ce projet-là? Ce qui m'a aidé à prendre la décision, c'est que j'avais une vision de l'extérieur de l'UTMB, du circuit, comme une très grosse organisation qui voulait étendre son emprise. Globalement. Et en rencontrant les personnes qui travaillaient pour l'UTMB, je me suis rendu compte que la vision était globalement assez différente. Oui, il y a un modèle économique, c'est une entreprise,
Mais derrière, il y a une réelle volonté de porter le sport et de faire avancer le sport. Et pour moi, un point clé qui m'a éclairé, je me suis dit, mais ils prennent des courses de partout dans le monde, ils veulent tout écraser. Non, en fait, la vision, elle était différente. C'est d'apporter l'expérience UTMB à côté de chez eux à des gens. Et de se dire, si vous rêvez de l'UTMB et que vous êtes au Brésil, venez pas à Chamonix, faites la course au Brésil. Et en discutant avec eux, je me suis dit, ça c'est pas mal. Et éventuellement, vous avez l'opportunité de vous qualifier pour la finale à Chamonix, vous venez une fois à Chamonix vivre que ça. Et en soi, c'est pas de venir tous les ans à Chamonix et de pousser les gens à faire ça. Dans tous les cas, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de courses, c'est qu'il n'y a pas les capacités et ils veulent pas augmenter. Ça fait un grand nombre d'années que le nombre de dossards sur la semaine à Chamonix est complètement figé. Donc il n'y aura pas plus de dossards. Mais le but, c'est pour des personnes qui peuvent pas venir, de leur apporter l'expérience à côté de chez eux. On rêve d'un marathon, de faire le marathon de Paris. On va peut-être y aller une fois, mais des marathons, il y en a d'autres ailleurs. Après, si on veut retrouver la fête, l'organisation, la joie, vaut mieux aller sur un marathon qui est labellisé, qui est bien organisé. Et c'est un peu l'idée qu'a eu l'UTMB. Et où c'est génial, c'est qu'ils se sont rendus compte que petit à petit, il y avait moins de déplacements aussi intercontinentaux, de gens qui allaient sur des courses loin, parce qu'ils avaient des courses à côté de chez eux. Et là-dessus, d'un point de vue même environnemental, si les gens ils vont dire que pour du loisir, on ne devrait pas se déplacer tout court. D'ailleurs, on ne devrait pas avoir le loisir. Mais ça, c'est vachement intéressant. Et après, d'un point de vue sportif, ça permet de faire émerger aussi une diversité culturelle dans le sport. Parce que des athlètes brésiliens, de talent, il y en a plein. Mais ils ne peuvent pas venir en Europe. Et donc, si ça émerge dans leur région, c'est génial. Et justement, toi, par rapport à ta mission sur les élites, les athlètes élites, est-ce que tu as cette vision de dire par rapport à ces athlètes qui n'ont pas les moyens et pourtant qui ont un sacré potentiel, qui mériteraient de venir au moins une fois dans leur vie, venir voir Chamonix comme un triathlète qui est en Afrique et qui perfe bien et qui peut pas aller à Hawaï mais il a le chrono. Est-ce que tu as cette vision-là de pouvoir justement un jour faire aboutir un rêve à un athlète qui financièrement n'a pas les moyens de venir là au lieu où il rêve lui, pas tout le monde, en tout cas au moins lui, de venir et c'est compliqué financièrement. C'est des choses dans ta feuille de route, ça par exemple ? Totalement, et c'est un choix et on va devoir arbitrer là-dessus. C'est un budget. Est-ce qu'on donne un budget pour faire déplacer un coureur européen pour aller faire une course en Amérique du Sud ou est-ce qu'on finance un athlète moins connu d'Amérique du Sud à venir faire une course en Europe? Je laisserai à chaque auditeur le soin de réfléchir à cette question, ce qu'il ferait lui comme choix s'il était à ta place. Tu vois. Et voilà, mais mon point de vue là-dessus, il est complètement clair et on travaille là-dessus. Et c'est chouette. On a deviné quel était le parti pris que tu avais. Il semblerait que ce soit du bon sens, si je peux me permettre. En tout cas. C'est du bon sens, mais c'est difficile aussi à mettre en place parce qu'inversement, des événements, si on reste sur ce cas en Amérique du Sud, souhaiteraient aussi avoir des élites internationaux pour faire parler de leur événement. Et oui, on comprend ça aussi, tu as raison. Et donc ça rend les choses assez complexes, mais inversement, ces élites internationaux, en général, ont des moyens assez importants de leurs partenaires pour se déplacer. Mais de toute manière, c'est normal. Si on peut t'offrir quelque chose, c'est toujours mieux que de payer un petit peu ou de passer par ton partenaire. Donc voilà, je critique personne. Un athlète qui demande d'être invité sur une course, ça me paraît normal et souvent légitime. Mais est-ce que le budget est mieux là ou ailleurs? C'est là que la question se pose. Je te remercie de nous apporter déjà un peu cette prise de hauteur parce que souvent oui on peut avoir un parti pris, des prises de position mais qui sont liées à la vision qu'on a et souvent on n'a pas une vision globale. Donc toi forcément aujourd'hui on va se dire oui peut-être que aussi c'est facile de dire ça parce qu'à son poste par rapport à l'UTMB il peut pas tout dire et blablabla. Mais non, c'est juste une prise de hauteur que tu as et que comme n'importe quel chef d'entreprise qui prend des décisions qu'un salarié n'a pas forcément
forcément cette vision-là. Donc, et je pense que ce serait trop facile de dire oui, mais il fait des choix parce que c'est le business ou parce que l'entreprise. Et c'est une entreprise, il y a un modèle économique et je pense que voilà, il y a une raison d'être aussi derrière ce que vous faites. Tu nous l'as expliqué. Et puis aussi, il y a des choix déontologiques, des choix pas que financiers, mais des choix aussi vertueux au niveau planétaire parce qu'il y a cette vision-là. Donc hâte de pouvoir voir les décisions que vous allez prendre et puis surtout toi, comment tu vas justement amener ta patte. En tout cas, merci de nous rappeler d'où tu viens, qui tu es et justement, c'est aussi des gens comme toi qui vont faire évoluer les entreprises et leur prise de position. En tout cas, c'est comme ça que tu t'es inscrit dans ce projet-là. Pas seulement pour dire oui à tout, mais c'est apporter ton... Mais c'est pas évident parce que prendre des décisions, c'est renoncer souvent. Mm-hmm. Et quand on a deux bons argumentaires d'un côté et de l'autre, tu déçois forcément des... Et voilà, mais souvent on a envie de donner des deux côtés, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas totalement possible. Ou si c'est possible, mais c'est de donner la moitié d'un côté, la moitié de l'autre. Et moi, j'aurais tendance à faire ça, mais on déçoit tout le monde. Ouais. Donc c'est compliqué. Ça me fait penser à Blaise Dubois qui dit dans cette situation-là, on fait pas de consensus parce que le consensus c'est jamais bon, on fait du consentement. Et j'aime bien quand il parle de consensus à ça parce qu'en fait finalement oui, tu mets tout le monde autour de la table et à un moment donné il y a une prise de décision que vous avez prise. Une prise de décision qui est prise forcément. Et c'est pas la majorité, mais c'est simplement dire qu'à un moment donné les gens collectivement vont prendre une décision. On sait que c'est pas celle que j'aurais prise moi, mais à un moment donné, il faut bien que j'assume. Et c'est ce qu'il appelle le consentement et pas le consensus. Alors qu'en France, c'est vrai qu'on va faire un peu mi-50-50. Et en fait, du consensus, personne n'est content en finale. C'est ça. Mais souvent, le temps donne raison ou pas, mais souvent, il faut prendre des décisions un peu fortes qui ont du mal à être acceptées à l'instant T, mais qui, dans la durée, le sont. Et si on revient sur l'UTMB, sur le plan de déplacement où l'assistance doit prendre des bus, ça choque au début. Là, je reviens des Templiers. Les Templiers sont mis à faire la même chose sur des ravitaillements. On perd une liberté, on y va avec notre voiture. Mais je pense que dans quelques années, de suivre une course avec les bus, ça paraîtra naturel. Et on dira, mais je vais quand même pas prendre ma voiture tout seul pour faire ça. Bah oui, mais c'est qu'il y a un moment, il a fallu l'imposer et dans la difficulté. Donc voilà, c'est des choses, faut espérer que ça fasse avancer un petit peu. Ouais. En tout cas, toi, dans ton parcours, il y a eu cet avancement avec la fluidité. Donc, je pense que tu as apporté aussi des bonnes énergies, une bonne fluidité dans ces prises de décision. Et ben, au travers de ce podcast, en tout cas, je me dis que c'est pas un hasard que t'es dans cette fonction-là, cette mission. J'aime pas du tout ce terme de fonction. C'est vraiment une mission. Et que justement, tu vas contribuer à cette fluidification, peut-être, j'espère, en tout cas, je te le souhaite, entre des organisations et des prises de décision, de personnes qui font l'organisation, mais aussi, ceux qui la font vivre, que ce soit, on a parlé des athlètes, mais aussi tout l'écosystème local, les personnes qui vivent à cet endroit-là, qui forcément, il y a des avantages et des inconvénients, il y a au moins de l'activité et ça génère aussi de l'économie locale. Au mieux ça que d'abandonner des fois des choses et de partir, parce que finalement, là pour le coup, c'est tout un écosystème qui s'arrête par rapport à quelque chose qui a été créé, qui est jamais idéal, de toute façon. Non. Les choses idéales n'existent pas, mais on amène, voilà, tu les amènes en tout cas dans cette nouvelle fonction. Tiens, j'ai sorti ma feuille rose, ça fait longtemps que j'avais pas sorti. La feuille rose, tu connais, parce que c'est... Non, tu la connais pas, la feuille, mais tu connais le Marathon des Sables. Tu as fait combien de fois le Marathon des Sables? J'ai fait 2 fois au Maroc. 2 fois au Maroc, oui, c'est vrai. Oui. Dans mon esprit, c'est vrai qu'il n'y a pas que le marathon, il y a le HMDLF, maintenant c'est la même entité. C'était en quelle année, toi? Je sais pas, je dirais 2019, peut-être et 2022, ou 2018 et 2022. Ouais, une fois avant, une fois après Covid. Ouais. T'avais pas la pandémie là pendant, enfin du moins pas là où il y avait l'épidémie de gastro, tout ça, non? Non, je suis passé après. Avant et après. Ouais, c'est ça. Et ben, j'avais fait un petit questionnaire, moi, quand j'étais parti là-bas, comme ça, j'avais interviewé Geoffrey, Mathieu et compagnie. Faut répondre le plus vite possible. Donc, est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Je te mets un coup de pression. Allez, c'est parti. La course la plus difficile pour toi? Le hard rock. D'accord. Que t'as gagné. Oui. Comme quoi, ça vaut le coup de se mettre dans le mal pour gagner à la fin. Le plus beau pays? Japon. Ah oui? Ah, génial, je suis content. Je te fais perdre du temps, mais je suis content parce que j'ai envie d'y aller, je ne sais pas encore aller. Ta plus belle épreuve, la plus belle? La Diag. La Diag. Ton plat préféré? La pizza. Ah ouais? Maison ou
Resto? Ça dépend. À la maison, j'aime bien, mais il y a des restos qui font ça bien aussi. Hein. En France ou en Italie? Partout. Le sport. Ah tiens, une question qu'on pose souvent, mais est-ce que tu as un sportif qui t'a vraiment inspiré dans ton parcours, toi? Ouais. Et c'est un biathlète, et c'est Raphaël Poiré. Parce que c'était avant Martin Fourcade. Ouais. Et c'est le côté, pour moi, j'ai toujours été admiratif de cette capacité à être juste au pas de tir avec un tel effort physique avant et après. Et un autre sport où je connais moins les athlètes, c'est la course d'orientation. Je suis tout aussi admiratif. Parce que c'est cette capacité à lier le sportif à haute intensité physique et à la fois mentale et de précision et intellectuelle. Ben, allez, du coup, j'ai mis une part, j'ai mis en pause le chrono. Mais Fleury Roux, que j'ai podcasté il y a pas longtemps, et Fleury, qui vient de cet univers, on voit cette capacité qu'on a à se concentrer en course et à être en même temps dans la performance, l'endurance. Mais je pense que c'est quelque chose que tu as, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, protocolé de façon inconsciente. Et cette capacité que tu as aussi à te remettre dans le focus, la concentration, même si tu tires pas, dans ta pratique, je sens qu'il y a beaucoup cette attention-là sur l'aspect concentration. Ta deuxième passion, autre que le sport, est-ce que c'est la cuisine ou le bâtiment? Ce serait le bricolage. Ouais. Le bricolage? Du béton, du bricolage lourd. Quoi. Voilà, la ludo, quoi. Ouais, un peu moins lourd que ludo, quoi. Je m'arrête au mètre cube de béton. Je vais pas faire. Je fais pas les dalles complètes. C'est une passion. Ouais, j'aime bien. T'aimes le faire, t'aimes ce moment de. Ouais, d'accord. Le défi le plus que t'as pas encore réalisé? Ça va être dans un petit mois, 250 km aux Canaries, parce que mon défi le plus, c'était le Tour des Géants il y a 2 ans, je l'ai pas fini. Donc je remets le couvert sur quelque chose d'un peu plus court, à 360 challenge aux Canaries mi-novembre. Voilà, donc 250 km. Et c'est pas étape pour le coup, c'est comme un tour. Non, c'est pas en étape, c'est pas balisé. Une base vie tous les 50 km. Et en prévision de ça, combien d'entraînements par semaine alors, sur cette année? Je reste sur quasiment depuis que je cours, à 6 jours d'entraînement sur 7, un jour de repos. Tu as toujours un jour off. Bonne pratique, que j'apprécie personnellement. T'es plutôt seul ou accompagné pendant tes défis? Parce que tu aimes en tout cas. T'aimes être seul ou accompagné? J'aime énormément être accompagné. À côté en courant ou au ravito? Tout ce qui est possible. Si c'est autorisé avec, je prends plaisir à courir avec un accompagnant, un paisseur. Et si c'est pas autorisé, je prends énormément de plaisir à retrouver les gens sur les ravitaux. Ouais, ok. T'as un livre à nous recommander? Pas spécialement, non. Je lis moins ces derniers temps, donc pas spécialement de livres. Ouais. Je sais pas pourquoi, moi aussi. Je me lisais énormément fut un temps, 3 bouquins par mois, et je sais pas pourquoi, depuis peu. Ton film préféré? Mon film préféré, c'est assez rigolo, c'est Rasta Rocket. Ça a resté un film qui m'a marqué sur cette capacité à réussir quand on le souhaite, parce que même c'est un film qu'on pourrait montrer en préparation mentale. Et je fais la visualisation presque avec Rasta Rocket en montée, avec mes bâtons à pousser, en me disant faut pousser en cadence, quoi. Tu vois, le pouceman, cadenceman, et c'est parti. Vas-y, dis-le-nous, là, la petite phrase là, c'est quoi? Non, mais c'est vraiment le côté et cette énergie positive qu'il y a dans tout ce film. Je trouve ça génial. C'est peut-être pas un grand film du cinéma, mais c'est un film qui me parle. Ouais, en termes, tu parlais de visualisation, d'ancrage, etc. Forcément, c'est un film, il y a de la couleur, il y a du rire, il y a des beaux émotions, il y a la musique, il y a tout, quoi, en fait, dans ce film. Pour qu'on s'en souvienne et que ce soit un fort point d'ancrage et positif. Et positif, et le côté, c'est peut-être ça aussi, de pouvoir réussir dans un domaine où on n'est pas prédestiné. Et moi, j'ai jamais été prédestiné à faire du sport de haut niveau ou courir. Et si un moment on y arrive et on a envie, on le sent, faut y aller. Et là, c'est le cas dans le film, ils mettent tous les moyens pour y arriver, et ça marche. C'est un film, mais c'est la vie aussi. Ouais, c'était une histoire vraie en même temps. Film tiré d'une histoire vraie. Super. Elle boit quoi la vache? Pardon? Elle boit quoi la vache? La vache, de l'eau.
C'est jamais. Hein. Donc moi, je me suis fait tellement avoir que je me dis, tiens, je vais peut-être l'avoir. Non. Ouais, mais ça demande une petite réflexion, puisque le lait n'est pas loin quand même. Ah bah ça, forcément, ouais. Mais tu t'es pas fait avoir. Eh ben écoute, je te souhaite une très très belle épreuve aux Canaries, tu disais alors. Tout à fait. Quelle île? Grand Canaria. Ah, c'est Grand Canaria. Voilà, c'était une course qui était attachée à Transgran Canaria il y a quelques années. Ouais. Et là, maintenant, ils ont dissocié les deux courses d'un point de vue date. Ouais. Je suis en train de me demander si le podcast sera sorti, mais tu seras peut-être pendant, tu vois. Donc, je te redirai ça. Bah, voilà. En tout cas, si la course aura lieu une fois que ce sera diffusé, bah écoute, vous pourrez regarder justement comment tu t'es fait plaisir sur cette épreuve. Si tu vas y chercher une seule chose en termes de, tu vois, le pourquoi dont tu parlais tout à l'heure, le storytelling idéal pour toi là-bas, c'est quoi? C'est vivre une vraie aventure. Mm-hmm. Et d'ailleurs, ça s'est transformé dans mon entraînement parce que je sais que là-bas, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse VMA. C'est juste, je vais passer 2 jours et demi sur les chemins. Mm-hmm. Et il suffit d'avancer pendant 2 jours et demi sans trop se perdre. Mm-hmm. Donc l'objectif, il va être là. Ouais. D'avancer. Après, ce qui me plaît sur cette course, c'est que c'est vraiment une aventure. On est une centaine au départ. L'intérêt médiatique, sportif est assez faible. Donc j'y vais vraiment pour moi. Et ça, c'est un truc qui me fait vraiment plaisir. Mais Adrien, il t'a fait un plan d'entraînement? Ah ouais, avec des 1000 sur la piste. Ouais. Et il a forcément t'a demandé un objectif. Ouais, mais l'objectif, c'est de finir la course. Ouais. Mais l'objectif avec Adrien, il voit aussi à l'instant d'après, parce que quand j'ai préparé le Tour des Géants, j'ai commencé la saison par le 5 km de Monaco. Donc c'est en phase. Après 10 km, et marathon et Tour des Géants. Et là, en fait, mon objectif suivant, il est fin février au marathon de Séville. D'accord. Donc c'est pour ça que je garde un peu de course à pied. D'accord, ok. Bah, très clair. En tout cas, plein de plaisir à toi là-bas. En famille? En famille. Régalez-vous en tout cas. Et puis, bon séjour là-bas. Merci.